Ça va, c'est bon? Alors je peux continuer? Mhm. Et clac, clac! Et clac, clac! Je dirais, allez, fin 95, j'étais persuadé que la justice ne servirait à rien. Rien du tout. Et c'est là que je me suis mis à la mépriser. Je prenais pas l'avocat, ou des fois j'en prenais, s'il y avait peut-être un vice de forme, mais sinon, inutile, je payais un avocat, ça servait strictement à rien. Donc, inutile. Ça a été ma première expérience. Alors, ensuite, donc j'ai été condamné, mais encore une fois, à l'époque, c'était que de la prison avec sursis. Alors, il faut savoir qu'en délit de presse, c'est très spécial. Le délit de presse, pour que le sursis tombe, il faut que vous republiiez le même article. Par exemple, je publie un article révisionniste. Je suis condamné avec sursis. Si je publie le lendemain un autre article révisionniste, c'est pas le même délit. Donc, le sursis associé au premier article, il ne tombe pas. C'est pas pareil que si, par exemple, je vole. Je vole un scooter, je suis condamné à de la prison avec sursis. Je revole un scooter ou je revole autre chose, une voiture, je suis à nouveau condamné pour vol. C'est le même délit. Et donc, le sursis de la première affaire tombe. Parce qu'on dit, ah oui, vous avez déjà volé une fois, on vous a condamné avec du sursis, vous avez volé une deuxième fois. Pas la même chose, pas le même scooter, mais vous avez revolé. Donc, le premier sursis va tomber. Alors qu'en matière de presse, non. Non. Vous pouvez être condamné 100 fois avec du sursis, tant que vous ne republiez pas la chose pour laquelle vous avez été condamné, le sursis ne tombe pas. Et voilà pourquoi au début, c'était cool. On jouait en fait. On jouait. Moi j'avais des amendes. Je les payais pas. De toute façon, j'ai jamais payé d'amende puisque j'avais jamais de sous. J'ai jamais eu de sous. Donc c'était pas difficile. Donc on jouait. On jouait. Mais, il y a un jour où on joue plus. Justement. Et on va y venir. Alors, ça a été donc mes premiers déboires avec la justice. Malgré tout, donc j'ai réussi à passer un concours de professeur. Et alors là, il y a eu, donc ça a été 97, ça a été la grande année pour moi. Alors ça n'a pas été l'apothéose, mais ça a commencé. Ça a été déjà l'année de ma révocation de poste de professeur. Et là, encore une fois, ces choses-là sont toujours révélatrices. Alors, ma révocation de poste de professeur, encore une fois, ça montre déjà une chose. Il ne faut pas juger trop rapidement une affaire, tant qu'on ne connaît pas vraiment le dossier. Je vois trop de gens qui jugent des dossiers auxquels ils n'ont pas eu accès, ils portent des jugements à l'emporte-pièce, c'est pas bon. Parce que moi, donc, j'étais professeur de maths physique dans les lycées professionnels et j'avais été muté à Honfleur. Enfin, j'avais été nommé à Honfleur, pas muté, j'avais été nommé à Honfleur. C'était en 96. En 95, j'ai été apprenti prof. J'ai passé 1 an dans un lycée de Caen en tant qu'apprenti prof. J'ai eu un super rapport de ma tutrice, en quelque sorte. Et j'ai été donc nommé à Honfleur, ville que j'avais demandé. Et là, je me suis installé avec mon épouse. À l'époque, on avait un enfant et on allait en avoir un deuxième. Et c'est là que j'ai été révoqué. Mais en fait, quand on analyse le dossier, j'ai pas été révoqué. Alors comment ça s'est passé? Ça s'est passé que la première année où j'ai été prof, on faisait, alors il y avait des espèces de cours un peu supplémentaires. On faisait des cours supplémentaires pour des élèves pour faire du renforcement. Et on faisait un cours sur les statistiques. Et moi, jeune et un peu provocateur, donc j'avais fait un cours sur les statistiques de la mortalité à Dachau. On a dit à l'époque que j'avais pris un document issu d'une revue révisionniste. C'était vrai, mais le document en lui-même, il avait été publié par les révisionnistes, mais c'était un document officiel. C'était un document français qui montrait la mortalité au camp de Dachau.
Ce document avait été fait en 1945. Mais, il avait été fait honnêtement. Et on voyait que pendant toute la guerre à Dachau, le nombre de morts mensuels au camp, bah, c'était hélas, mais c'était un nombre de morts à peu près banal dans un camp, dans une prison, dans un camp de rétention pendant la guerre. C'était quelques dizaines, voire quelques centaines. Bon, c'est tragique, je dis pas, hein, attention. Mais je dirais que en temps de guerre, c'est absolument banal. Et on voyait que soudainement, à partir de la fin 44, ce nombre de morts explosait. Et donc, ça prouvait bien que les photos qui avaient été prises en 1945 par les Alliés ne représentaient pas l'état du camp depuis le début. Absolument pas. Quand les Alliés ont pénétré dans Dachau à la fin de la guerre, d'abord, il y avait des déportés qui étaient en parfaite santé, mais il y avait aussi beaucoup de déportés parce qu'il y avait eu une épidémie de typhus à Dachau. C'est pour ça que la mortalité avait explosé. Et donc, ce document le montrait de façon évidente. D'ailleurs, je l'ai montré dans plusieurs vidéos déjà. Il avait été fait par une autorité française, mais il n'est jamais sorti des tiroirs. Ils ne l'ont pas montré. Parce qu'ils savaient très bien. Ils savaient très bien ce qu'on pouvait en déduire. Donc, ils n'ont pas montré ce document. Et il est resté dans les archives, où il a pris la poussière. Et un jour, lors d'un déménagement, je le sais par quelqu'un qui m'a raconté, dans des papiers, il a été jeté. Et dans ce ministère, il y avait un révisionniste. Il est tombé sur ce document. Il l'a récupéré dans les poubelles, il l'a fait parvenir aux révisionnistes, qui l'ont publié dans la revue d'histoire révisionniste. Donc ce document, moi je l'ai pris. Ça devait être je pense que c'était vers avril 96, je pense. Et j'ai fait un cours là-dessus. J'ai dit, voilà, regardez, c'était une classe de filles parce que c'était une classe de futurs secrétaires. Donc on faisait un peu de mathématiques et on faisait de la statistique. Et je leur avais montré ça. Et je leur avais montré ce document avec les morts qui évoluaient, qui soudainement explosaient fin 44, début 45. Et je leur avais montré des photos du camp de Dachau et je leur avais dit, voilà, mesdemoiselles, est-ce que vous pensez que ces photos sont révélatrices de ce qui se passait pendant le camp, pendant toute la guerre? Et toutes les filles ont dit, non, on voit bien que à la fin de la guerre, c'était une situation assez exceptionnelle. Voilà. Alors, je n'ai pas parlé de chambres à gaz du tout, contrairement à ce qu'on a dit et ce qu'on continue à dire. J'ai pas fait un cours sur les chambres à gaz, absolument pas. J'ai juste fait là-dessus. Et comme il n'y avait pas de chambre à gaz à Dachau, j'ai absolument pas parlé de chambre à gaz. Aujourd'hui, je pourrais le dire. Hein, si j'en avais parlé, si j'avais fait de la propagande révisionniste, je le dirais. Mais enfin, en lycée professionnel, faire de la propagande révisionniste, bon, bref. Donc, j'avais fait un peu ce cours de façon un peu provocatrice, mais aussi pour voir un peu comment des jeunes réagissaient. C'était pour moi une expérience assez intéressante. Donc, j'ai fait ce cours. Et je l'ai fait d'autant plus, sans crainte, que je leur avais donné, si j'avais vraiment estimé que ce cours était illégal, je n'aurais pas donné de papier. J'aurais projeté et des transparents au mur sur un écran, et puis j'aurais tout gardé après par devers moi, pour pas qu'il y ait de traces dans les cahiers. Mais non, j'avais donné tous les documents, elle l'avait collé dans leurs cahiers, etc., etc. Mais c'était passé comme une lettre à la poste. Il n'y a jamais eu de scandale. Ça a été fait, donc, quand je vous dis, en avril 96, mai, juin sont arrivés, la fin de l'année, et il n'y a eu aucun scandale. Aucun scandale. Voilà, donc ça s'est passé comme ça. Et moi, j'avais même oublié cette affaire. La même année, il y a eu un autre truc aussi. Je crois que c'était la même année. À un moment, on avait parlé c'était avec une classe de garçons cette fois. On était venu à parler du monoxyde de carbone. C'était un cours de physique-chimie. Et je leur avais dit que le monoxyde de carbone, c'était ce qu'on appelait le tueur silencieux, puisque chaque année, il y avait plusieurs milliers de morts à cause de ce gaz, à cause de fuites de gaz et à ce moment-là, il y a un garçon qui m'a demandé, c'était ce que les Allemands mettaient dans les chambres à gaz. Et naturellement, sur le moment, je m'étais dit, oula, qu'est-ce que je vais dire? Alors j'avais dit, non, ils mettaient du Zyklon B. Et puis quand même, je me suis dit, non, Vincent, là, tu te trahis, tu peux pas laisser te passer. Alors le cours d'après, j'ai dit, voilà, écoutez, je vous ai dit ça, mais quand même, sachez que il y a des gens qui contestent. Alors, j'ai pas dit que moi je contestais, hein. Et j'ai apporté le livre de Robert Faurisson, le livre de Jean-Claude Pressac, Les crématoires d'Auschwitz, et le livre du professeur Faurisson, Réponse à Jean-Claude Pressac. Il faut savoir qu'en plus,
Donc, je n'ai pas dit, moi, j'ai pas pris parti. Hein. Attention, encore une fois, aujourd'hui, je pourrais le dire si j'avais pris parti. Non, j'ai pas pris parti. J'ai dit, voilà, il y a 2 livres comme ça. Bon, ben, vous voyez, là, il y a une thèse, puis il y a une autre thèse. Voilà, je vous tiens au courant seulement qu'il y a ça. Et à un moment, il y a un élève qui me dit, vous pourriez me prêter ces livres, etc., etc. Et le problème, c'est que le professeur Forisson m'avait dédicacé son livre. Alors, pour ne pas que l'élève voie que j'étais révisionniste, j'avais vite fait, en cachette, déchiré la page où le professeur Forisson m'avait dédicacé le livre pour ne pas qu'il puisse voir. Donc vraiment, j'avais été complètement neutre. Complètement neutre. Et je lui ai donné les 2 bouquins. Et voilà, rien du tout. Il s'est rien passé, en fait. Voilà, l'élève est revenu chez lui, point final. Et c'est l'année suivante, que tout a commencé. Et là, ça a toujours été mystérieux. Parce que, en fait, l'année suivante, qu'est-ce que je faisais? C'était 97. Enfin, c'était fin 96. C'était l'automne, l'hiver 96. À l'époque, j'avais un ordinateur minable. C'était tout juste une machine à écrire perfectionnée. Et je préparais mon livre sur Oradour. Et j'avais remarqué que dans une salle il y avait plusieurs salles des profs dans ce lycée, notamment une salle des profs très lointaine, où il n'y avait pas grand monde. Et il y avait un vieil ordinateur qui était là, qui avait, je me rappelle, à l'époque, Word 6. Et je me dis, tiens, c'est génial, je vais utiliser ça pour taper mon livre sur Oradour, et j'avais en même temps tapé quelques textes révisionnistes. Mais attention, alors à l'époque, c'était la grande époque des disquettes, les vieux s'en souviennent, hein. Donc moi, j'avais pas de disquette, je laissais ça sur le disque dur, mais attention, il y avait des dizaines de vieux dossiers dans cet ordinateur, de profs qui étaient plus là des fois depuis 3, 4, 5 ans. Donc, j'avais pris un dossier d'un prof qui était plus là depuis très longtemps, que j'avais jamais connu d'ailleurs, et je mettais mes textes dedans. Et naturellement, j'ai effacé tout l'historique pour ne pas qu'on voit. Et donc le matin, j'arrivais toujours beaucoup plus tôt, les cours commençaient à 8h, mais moi j'arrivais à 7h dès que ça ouvrait, et chaque matin, je tapais 1 heure de texte sur Oradour et des textes révisionnistes, etc., sur l'ordinateur du lycée. Voilà. Tout se passait très bien. Voilà. J'étais un prof tout à fait banal, même apprécié de ses élèves. Jusqu'au jour où le proviseur est venu me voir, il me dit, Monsieur Renoir, demain, vous avez rendez-vous chez le recteur. Ah bon? Mais pourquoi? Ah, je ne sais pas, me dit-il avec sa voix de chatmite. Je ne sais pas. Ah bon? Bon, alors je rentre, je dis à ma femme, tiens, c'est bizarre, demain j'ai rendez-vous avec le recteur, je vais pas en classe, je serai absent, j'ai rendez-vous avec le recteur, bon, très bien. Alors, le recteur a été à Caen, c'est une 40aine de kilomètres, donc le lendemain matin, j'y vais, j'arrive, bon, on me fait pénétrer dans le bureau du recteur, et là je vois mon proviseur, oula, ça sentait le roussi. Et sur le bureau du recteur, tous mes documents de l'ordinateur, qui avait été imprimé, tout était là. Et le recteur me dit, c'est quoi? C'est vous? Bah oui, c'est moi. Vous utilisez donc l'ordinateur pour faire ces choses-là? Oui, parce que moi j'ai pas d'ordinateur, ou pas assez puissant. Oui. Bon. Et le proviseur, il s'appelait Monsieur Lucas. Il me dit, bien, eh bien à partir de maintenant, vous avez interdiction d'utiliser le matériel de l'école et vous serez régulièrement inspecté. Ah oui, d'accord. C'est tout. Bon. Alors je repars et j'arrive, puis je fais un compte rendu à ma femme, je dis, écoute, ils ont tout trouvé. C'est mystérieux, je comprends pas. Je comprends pas comment ils ont trouvé. Ça me paraît complètement fou. J'étais discret, d'une discrétion absolue. Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas. Bien. Alors j'ai été voir dans l'ordinateur. J'ai été dans l'ordinateur à nouveau. Et il y avait tous les textes. Alors j'ai mis un petit texte. Bonjour petit dédélateur, tu as bien fait ton travail. Tu seras bien rétribué par tes maîtres. Puis j'ai éteint. Voilà. Et 2 jours après, j'ai été à nouveau reconvoqué. Chez le recteur. Et là, oula. Donc, ils m'ont montré ce petit mot que j'avais dit. C'est vous qui avez mis ça? Bah ouais, c'est moi. Je veux dire, les délateurs, moi, j'aime pas ça. Moi, je fais pas de délation. Mais bon. Et
Soudainement, il me dit, voilà, vous allez passer en commission de discipline ministérielle. Vous êtes suspendu et vous allez passer en commission de discipline ministérielle. Et là, je lui dis, mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport à il y a 2 jours, mis à part ce petit mot que j'ai mis dans l'ordinateur? Enfin bon, rien de grave, je veux dire. Il n'a jamais voulu me le dire. Il n'a jamais voulu me le dire. Pourquoi en 48 heures, ce qui était devenu, normalement, bon bah j'allais être surveillé, quoi. Là, commission de discipline ministérielle, les gens m'ont dit, ah, un prof qui passe en commission de discipline ministérielle, normalement il y a 2 commissions de discipline, il y a rectorale. Là, on peut vous infliger à tout casser un blâme. Mais la ministérielle, elle peut vous révoquer. Donc quand vous passez en ministériel, c'est qu'on a préparé votre révocation. Là, vous êtes déjà mort. Donc des gens m'ont dit, ah ben là t'es mort, tu vas être révoqué. Et j'avais pas compris. Bref, voilà comment ça s'est passé. Donc ben voilà, j'ai été suspendu. Et alors, à ce moment-là, il y a eu, les élèves ont pris parti pour moi. Je vous rappelle, les élèves ont fait des manifestations pour moi. Ils m'ont donc touche pas à mon prof, rendez-nous Monsieur Renoir. Alors Honfleur était en ébullition. C'était au journal télévisé du soir, reportage. Je crois qu'on trouve encore sur les archives l'INA, on me retrouve en train de parler devant ma voiture que j'avais à l'époque. Bref, toujours est-il que les élèves ont pris parti pour moi. Et alors, je vais vous dire, ils ont vraiment des méthodes de voyous. Parce que naturellement, ça les gênait énormément que les élèves prennent parti pour moi. Ah oui, un sale nazi, c'était forcément un prof qui devait être méchant, sadique. Mais non, Monsieur Renoir était très gentil, et on le sait très bien. Très gentil, j'avais des élèves arabes, j'avais pas de noirs, non pas en fleurs, mais bon, j'étais gentil avec tout le monde, etc., bienveillant, et ça les gênait. Et alors, ils ont voulu que je désavoue mes élèves. Donc un jour, j'étais suspendu, donc j'étais chez moi, soudainement, le proviseur du lycée me téléphone, dit, voilà, Monsieur Renoir, vous savez qu'il y a des grèves au lycée à cause de vous. Les élèves font grève, c'est le bazar. Donc, mais vous savez que ça va jouer contre vous. Eh oui, parce que c'est pas bon. Donc j'aimerais que vous disiez aux élèves d'arrêter leur grève et de les désavouer, quoi. Ce serait quand même mieux. Alors je vais faire rentrer les élèves, je vais mettre le haut-parleur, et donc, Monsieur Renoir, d'accord, oui, Monsieur le proviseur. Et donc, il a dit, voilà, je fais rentrer les élèves, il a mis le haut-parleur, il dit, je vous en prie, Monsieur Renoir. Et là, à ce moment-là, moi, j'ai dit, bravo, continuez, c'est génial, soutenez-moi. Scandale. Et le proviseur a fait, ça va vous porter préjudice. Et en effet, ça m'a porté préjudice, parce que je suis passé en commission rectorale, ça devait être en avril, je crois, en avril 97. Je suis passé en commission, pas rectorale, ministérielle. Hein. J'étais au ministère, devant, je sais plus, il y avait une vingtaine ou une quinzaine, je sais plus, de mes pairs qui allaient me juger, quoi. Alors je me suis expliqué, bon, j'ai soufflé dans un violon comme d'habitude, mais en fait, alors j'ai été révoqué pour faute grave. Ah oui, utilisation de l'ordinateur. Et alors ils avaient fait des enquêtes, ils avaient retrouvé les cahiers des élèves. Bon, de l'année dernière. Mais bon, ils les avaient pas retrouvés par hasard. Et j'ai été révoqué, justement, non seulement pour faute grave, mais en plus, ils ont dit, il est d'autant plus dangereux, cet homme-là, qu'il est apprécié de ses élèves. Donc, c'est-à-dire que le fait d'être apprécié de ses élèves, d'être un professeur, d'être un bon professeur, ça joue contre vous. C'est-à-dire, voilà, vous êtes mauvais, on dira, bah ouais, de toute façon, non seulement il fait de la propagande, mais c'est un mauvais prof, on s'en débarrasse. Mais si vous êtes bon, bah c'est pire. C'est pire. Il y a un bon prof. Il a apprécié de ses élèves. Donc, du coup, j'ai été viré. Alors, j'ai été viré avec un goût amer. Bon, j'ai été viré naturellement, donc j'avais 2 enfants, une femme. J'ai été viré sans indemnité, sans le droit à l'allocation chômage. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec rien. Alors, moi, j'étais pas propriétaire, j'étais locataire à Honfleur. Bon, c'est quand même une ville assez touristique. Bon, on n'avait pas un truc génial, mais enfin, il fallait payer. Donc, il a fallu déménager. Et il y a des élèves qui se sont proposés. Et le soir, j'ai un de mes amis qui est venu, qui était camionneur, qui a apporté son camion. Et il y a des élèves
qui m'ont aidé à déménager. Et après, je les ai tous invités au restaurant et on a mangé ensemble. Et je leur ai dit, ils m'ont dit, monsieur, on vous regrettera. Je leur ai dit, ouais, mais vous savez, c'est pas grave. Et ah oui, alors il y avait aussi un truc. Ah ouais, j'avais oublié ça. Maintenant, je m'en souviens. Ils m'ont nommé un remplaçant pendant que j'étais suspendu. Le pauvre remplaçant, il est arrivé de Caen et les élèves n'ont pas voulu travailler. Ils ont dit non, on travaillera pas avec vous. On veut M. Renoir. On veut pas de vous, traître. Et alors le remplaçant un soir, il m'a appelé. Il m'a dit voilà, j'ai eu votre numéro de téléphone, mais je suis désolé, mais les élèves, ils veulent pas travailler. Ils veulent pas travailler avec moi, mais moi, j'y suis pour rien. On m'a nommé. Vous ne pourriez pas faire quelque chose? Alors justement, j'avais des numéros de téléphone d'élèves et j'ai téléphoné, j'ai dit écoutez, non mais le pauvre remplaçant, il est pour rien, lui c'est pas un traître. L'éducation nationale l'a nommé là. Non, je vous en prie, traitez-le bien. Je veux dire, travaillez avec lui comme vous travaillez avec moi. Mes enfants, c'est pas bien. C'est pas bien. Bon, et après, justement, il m'a remercié discrètement. Il m'a dit voilà, bon, c'est bon, c'est rentré dans l'ordre, etc. Donc du coup, le pauvre remplaçant, il a pu travailler jusqu'à ma révocation. Puis après, ils ont nommé un autre prof, etc. Bon. Donc, j'ai été révoqué, mais il y avait quelque chose quand même qui m'étonnait. C'est que je me suis dit, mais comment ils ont trouvé ce que je mettais dans l'ordinateur? C'est quand même mystérieux cette affaire. Alors, quand j'étais pas encore révoqué et que je pouvais aller au lycée déjà pour récupérer mes affaires, j'ai été voir la secrétaire du directeur. Parce que dans mon dossier que j'avais pu consulter, c'était marqué qu'un soir, lors d'une réunion entre les professeurs et le proviseur, des professeurs avaient averti le proviseur que M. Renoir travaillait très tôt le matin dans une salle des profs. D'abord, personne ne me voyait travailler, et puis quand bien même, je travaillais sur l'ordinateur. Enfin, je vois pas pourquoi on aurait été dire « Ah, il y a M. Renoir là, il travaille tôt, c'est bizarre ». Ça me paraissait un peu bizarre, cette explication. Et donc, j'ai été voir la secrétaire du proviseur en disant « Dites-moi, tel jour à telle heure, il y a bien eu une réunion entre les professeurs et le proviseur, parce que d'abord, moi, j'étais pas là. C'est bizarre, pourquoi moi, j'aurais pas été à cette réunion? Et puis, voilà. Alors, elle a regardé dans son agenda, elle m'a dit non, il n'y a jamais eu de réunion. Ah, c'est là que je me suis dit non. L'excuse, la justification de comment ils ont trouvé ce que je travaillais dans l'ordinateur, c'est pas ça. C'est faux. C'est un mensonge, ça. Il y a autre chose derrière. Mais quoi? Mais quoi? Et alors, il y avait une deuxième chose qui m'étonnait beaucoup, c'est que ils avaient retrouvé des cahiers, donc des élèves de l'année d'avant, avec ces fameux exercices sur Dachau. Et j'avais eu la copie d'un des cahiers, mais il n'y avait pas le nom de l'élève. Mais fort heureusement, comme j'avais été suspendu assez rapidement, j'avais gardé dans ma serviette des devoirs d'élèves que j'avais pas eu le temps de rendre. Et j'ai comparé les écritures. Et j'ai retrouvé l'élève à qui appartenait le cahier. Or, il se trouvait que c'était une élève, en gros, qui était le souffre-douleur de sa classe. C'était une pauvre fille qui était mal dans sa peau et qui était souffre-douleur de sa classe. Et moi, je l'avais prise un peu sous mon aile, sous ma protection. Et là, je me suis dit, ah ça, elle s'appelait Magali. Je donne pas son nom, mais je m'en souviens très bien, mais je ne donne pas. Je dis, Magali, c'est elle qui a été donnée son cahier, qui m'a vendu alors que je l'ai toujours protégé. Comment ça se fait, cette affaire? C'est complètement mystérieux, ça. Et donc, pendant des années, j'ai rien compris. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ont pu savoir que je travaillais sur l'ordinateur? Et surtout, pourquoi c'est cette Magali? Parce que après, j'ai essayé de prendre contact avec elle, mais j'ai jamais pu. J'ai jamais pu. Et ce n'est qu'en 2010, donc 13 ans plus tard, que j'ai compris. Et au départ, c'était pas du tout une affaire de révisionnisme. C'était pas du tout ça. Ça n'avait absolument rien à voir. C'était une affaire, bon, j'irai pas plus loin, mais c'est une affaire de jalousie féminine. Voilà. J'ai été dénoncé suite à des choses qu'on m'a reprochées, bref. Donc, pour ça que quand on connaît pas le dossier, il faut éviter de juger. Il faut pas croire que j'ai pas été, bien sûr qu'après, le fait que j'ai été révisionniste, ils m'ont révoqué pour ça. Mais je suis persuadé que s'il n'y avait pas eu cette affaire de jalousie,
Non, j'aurais pu travailler. Oh, je ne serais pas resté très longtemps dans l'éducation nationale, je vais vous dire pourquoi, parce que c'était plein de paperasserie. J'étais contre les méthodes d'éducation, enfin d'apprentissage. Moi, j'apprenais avec des méthodes traditionnelles, règles de 3, cours structurés, etc. C'est toujours ce que je fais d'ailleurs aujourd'hui en tant que prof particulier. Les maths par l'exemple, les méthodes de Piaget, tout ça, moi j'étais totalement contre. Donc je ne serais pas resté très très longtemps. Finalement, c'est pas très grave. Mais en fait, voilà. Donc ne jugeons pas, tant qu'on n'a pas eu accès au dossier, ne jugeons pas une affaire. Ça peut être des fois tellement surprenant, avoir des choses tellement bêtes qui ont des conséquences énormes qu'il faut faire très très. Donc j'ai été révoqué. Alors on s'est retrouvé sans rien, du jour au lendemain. Il a fallu déménager en catastrophe. Alors j'ai mis tous mes meubles chez mon père. Il avait un hangar. Et puis avec ma femme et mes 2 enfants, on a été. Notre famille avait une maison de vacances en Vendée. On a été dans à partir d'avril. Ma mère m'a dit ouais, tu peux y aller, mais à partir de juin, il faudra partir parce qu'il y a la famille qui vient en vacances. Hein. Alors, on a été là. On a passé d'avril à juin ici à Saint-Jean-de-Mont, sur le bord de la mer. Hein, c'est à Saint-Jean-de-Mont, et en Vendée. Bon, ça a été des mois assez sympas d'ailleurs. J'avoue que bon, on avait froid, mais enfin c'était sympa. Voilà. Et on avait nos 2 enfants et bien. Alors à la même époque, parce que à la même époque, j'ai été révoqué en avril 97. Non, l'année 97, il y a eu la parution de mon livre sur Oradour. Ah, mon livre sur Oradour. Alors ça, mon livre sur Oradour, c'est un autre chapitre. C'est un autre chapitre assez amusant. C'est assez amusant aussi parce que tout ça c'est amusant. Faut pas le prendre au tragique, sinon faut pas se mettre en position de victime, sinon on en vient aigri. Faut prendre tout ça à la rigolade en fait. Bon, alors mon livre sur Oradour, ça a été quelque chose de tout à fait génial parce que donc je rappelle que j'avais commencé l'enquête en 1990 suite à une discussion avec quelqu'un qui était admiratif de la SS et moi n'étant pas du tout militariste. J'irais même un peu contre. Mais enfin bon, je respecte l'armée, mais enfin, moi l'armée très peu pour moi. Hein. Marcher au pas, l'uniforme, les armes, tuer quelqu'un que je ne connais pas parce qu'il appartient au pays d'en face. Non, moi non merci, c'est pas mon truc. Donc, du coup, j'étais un peu admirateur. Je lui ai dit ouais, mais SS, bon, ta Waffen SS, elle a quand même fait Oradour. Il m'a dit non, c'est contesté. Ah bon, incroyable. Bon. Et il m'avait donné 2 petites brochures en écoutant crier les pierres de Pierre Moreau et Tue les Oradour, une tragédie franco-allemande de Otto Wellinger. Et je les ai lus. Et je me suis dit, oh, c'est incroyable. Mince alors, ce serait faux. Bon, quand même, j'avais un peu de doute et je me suis dit, tiens, je vais faire mon enquête. Et au départ, c'était une enquête purement personnelle. Je suis allé en 90, comme ça, j'ai pris le train. Sans savoir trop où il fallait s'arrêter. Je me suis retrouvé dans un camping le soir. Enfin, ça a été une enquête qui a commencé n'importe comment. Et en effet, c'est quand j'étais à Oradour, j'ai vu l'église, que j'ai vu notamment la hauteur du vitrail d'où aurait sauté Madame Roufange, que j'ai vu le confessionnal qui n'avait pas brûlé. Je me suis dit, mais non, ça tient pas debout. Ça tient pas debout, c'est pas possible, ça. Et puis la cloche, parce que bon, la cloche, j'étais quand même à l'époque en école d'ingénieur, je faisais de la chimie. Et quand j'ai vu la cloche qui était complètement fondue sur des moments et ou à d'autres endroits, même les dessins, parce que les cloches sont toujours gravées de dessins, avaient été conservés, je dis mais dites-moi, c'est pas une cloche qui a été dans un incendie, ça, elle aurait complètement fondu. C'est une cloche qui a été victime d'un phénomène très rapide, un phénomène qui a été suffisamment violent pour faire fondre instantanément des morceaux de la cloche, alors que d'autres étaient intacts, donc la chaleur n'avait pas eu le temps de diffuser dans la cloche. Et ça, un phénomène très violent, très rapide, qui dégage de la chaleur dans des endroits, mais pas à d'autres, c'est une explosion. Et c'est là que je me suis dit, ah oui, j'ai l'impression que Pierre Moreau, il a raison. Dans sa brochure, en écoutant crier les pierres, ça semble plutôt être une explosion, cette affaire. Bon, c'est comme ça que j'ai commencé mon enquête sur Oradour. Ça s'est fait, en fait, complètement... je suis parti comme ça, je crois que c'est le 3 août 90. Je suis parti comme ça, à l'aventure, avec un sac à dos. J'ai marché 30 km parce que je ne m'étais pas arrêté où il fallait. J'ai été donc dans un camping de Nantia le soir. Puis après, j'ai encore marché jusqu'à Oradour. Je suis arrivé. Bref, des trucs complètement fous. Bref. Donc, et alors, j'avais fait déjà 2 ou 3 articles sur Oradour que j'avais publiés dans ma propre petite revue. Donc, ils sont passés complètement inaperçus. Mais bon.
Et après, j'avais fait ce bouquin. Alors, le bouquin sur Oradour, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Ça a été quelque chose d'extraordinaire parce que donc j'ai mené une enquête. Et justement, cette enquête a été... C'est là que c'est beau de faire l'histoire. J'avoue que c'est beau de faire l'histoire, parce que j'ai été dans les archives de la Haute-Vienne, j'ai découvert des trucs. Par exemple, le fait qu'il y avait un groupement de travailleurs étrangers, des Espagnols rouges, donc des gens qui étaient des maquisards pendant la guerre. Le fait qu'il y ait eu le 600, je crois que c'était le 631e groupement de travailleurs étrangers à Oradour, c'est moi qui l'ai découvert. Depuis, les historiens en parlent, mais c'est avant Vincent, on n'en parlait pas. C'est moi qui l'ai découvert dans les archives de la Haute-Vienne. Et qui ai fait tous les relevés de présence de tous ces Espagnols qui étaient stationnés à Oradour avec leur famille. Bon, donc c'est absolument excitant de faire de la recherche historique. Et surtout, il y a un truc j'étais encore prof, ça je peux le raconter. Aujourd'hui, ça a été extraordinaire. Ça a été l'affaire de ce fameux aviateur anglais, Len Cotton. J'avais fait l'enquête. Et le livre était terminé. Enfin, je l'avais rédigé, c'était fait, etc. Bon. Et un soir, je rangeais mes archives, toutes les archives de cette enquête. Et je tombe sur un article qui m'avait échappé à l'époque, parce que j'avais un œil à Oradour. Enfin, pas à Oradour, mais à Limoges. J'avais quelqu'un qui m'aidait à Limoges. Et il me faisait parvenir de la documentation. Et je tombe sur un article qui m'avait échappé, où on parlait d'un aviateur anglais qui avait été donc descendu au-dessus de la France pendant la guerre, en 1942, et qui racontait qu'il s'était écrasé avec... Bon, ils n'étaient pas morts naturellement, hein, dans leur avion, Dieu merci. Ils avaient été pris en charge par la résistance, et la résistance les avait cachés, et notamment dans leur périple, ils avaient été à Oradour-sur-Glane, où ils étaient restés cachés dans la sacristie de l'église. Et je me suis dit, bon sang, Vincent, cet article t'a échappé. C'est incroyable. Mince alors. Bon, cette histoire me paraissait quand même, ça me paraissait un peu fou. Et je vois cet article, c'était un vendredi soir, je m'en souviens, je ne travaillais pas le samedi dimanche. Et là, j'étais surexcité. Et j'avais un ami à l'époque, qui était cet ami camionneur, qui m'a aidé après à déménager. Il aimait bien conduire. Donc, il me conduisait quand je faisais des enquêtes historiques. Je lui téléphone, je lui dis Emmanuel, il s'appelle Emmanuel, tu serais d'accord pour partir ce soir avec moi à Oradour, j'ai une enquête à faire là. Ah, il fait ouais, pas de problème. Il était célibataire à l'époque. Et hop, on prend sa voiture. Et j'avais sympathisé avec un survivant à Oradour. Je peux le dire aujourd'hui que c'était monsieur Renaud, il est mort. C'était lui qui m'avait révélé que l'église avait explosé. Il m'avait révélé parce que, bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'en ai déjà parlé pour Oradour. J'ai été voir ce monsieur Renaud, et donc on est arrivé le lendemain matin, on a sonné chez monsieur Renaud, et je lui dis voilà, ça vous dit quelque chose cet article? Ça vous dit quelque chose? Parce que un monsieur qui s'appelle Len Cotton, un aviateur anglais, qui dit qu'il aurait été caché chez un gorille, qu'est-ce que c'est? Il me fait ah mais oui bien sûr, oui bien sûr, à Oradour, oui, il y avait des aviateurs anglais qui passaient, parce qu'il y avait un réseau d'évasion qui passait par chez nous. Ah bon? Incroyable. Mais oui, il y avait un réseau d'évasion, et il a été caché chez Madame Dagory, notamment. Elle était là-dedans. Ah bon? Je dis, mais c'est incroyable, mais on n'en parle jamais. Ben non. Et naturellement, ce Len Cotton, cet aviateur, il avait 80 ans à l'époque, et il voulait retrouver des gens d'Oradour. Ben, des gens, au moins des familles, des proches qui n'étaient pas morts dans le drame. Mais, naturellement, à Oradour, il était très étonné. Dans l'article, il disait, je comprends pas. Dans l'article, il disait, je comprends pas, à Oradour, j'ai pas de réponse. Ben forcément, vous parlez bien qu'à Oradour, c'était le témoin gênant. On voulait absolument pas qu'on sache qu'il y avait un réseau d'évasion qui passait comme par hasard par Oradour. Parce que, hein, comme village tranquille et sans résistance, mon œil. Donc, il était très, très étonné, Solène Cotton. Il disait, je comprends pas, moi, je demande et on me répond pas, etc. Donc, ce monsieur Renaud me dit, ben, bien sûr, oui, bien sûr, il y avait oui. Bon. Et donc, j'ai pris contact avec ce Len Cotton. Parce que justement, il disait, si, dans l'article, c'était marqué, si les gens peuvent m'aider, ils peuvent prendre contact parce qu'il avait un ami. Et donc, il vivait, c'était un aviateur britannique, mais il vivait en Australie. Il passait ses vieux jours en Australie. Et là, il avait un contact français. En Australie, un ami français.
Donc j'ai écrit directement en disant voilà, je fais une enquête sur Oradour et votre cas m'intéresse beaucoup. Et 2 semaines après, j'ai reçu une lettre très méchante. J'aime pas les journaleux. Moi, je veux du sérieux. Je veux retrouver des gens. N'allez pas me faire suer avec vos trucs. Oh bon, j'ai laissé tomber. J'ai dit bon bah voilà, c'est dommage, mais enfin qu'est-ce que je peux pas. Et un jour, je revenais donc, j'étais donc encore prof à Honfleur. Je reviens d'Honfleur et ma femme me dit ah, j'ai reçu un coup de téléphone d'Australie. D'Australie? Ouais, un Français qui est l'ami de Len Cotton. Et Len Cotton voudrait te parler. Ah bon? Oh, c'est incroyable. Ah bon? Oui. Et je leur ai dit que tu revenais et dans 20 minutes, ils vont appeler. Et en effet, 20 minutes après, le téléphone a sonné. Et donc, j'ai eu un Français au téléphone. Bonjour, j'ai Len Cotton à côté de moi. Il accepte de vous parler. Bon. Oh la vache. Et c'est là que j'ai eu une conversation téléphonique avec lui. Et je me rappelle, dans cette conversation, j'ai été très vite. Je lui ai dit, écoutez, monsieur Cotton, dites-moi, vous avez été caché à Oradour? Oui. Oui, j'ai été caché dans la sacristie. Oui. Et j'ai été nourri par une certaine Danielle, qui était la fille de Madame Roufanche. Madame Roufanche, comme par hasard, la seule rescapée de l'église. Tiens. Donc, la famille Roufanche liée à la résistance. Ah. Et je lui ai dit, mais monsieur Cotton, il y avait de la résistance à Oradour? Il y avait des traces? Je lui ai dit, oh là là, il y avait de la grande résistance à Oradour. Ah. Je lui ai dit, pourriez-vous mettre tout ça par écrit et me l'envoyer? Oui. Et donc, il m'a mis par écrit, il me l'a envoyé, et c'est comme ça que l'enquête a fait un bond énorme. Donc, vous voyez, c'est venu comme ça. Alors, je peux vous dire qu'au téléphone, alors là, j'avais les larmes aux yeux. Parce que je me disais, ça y est, on avance, on a quelque chose de très intéressant. Et là, on avait découvert quelque chose. D'ailleurs, pour juger un livre sur Oradour, c'est très simple. Moi, je regarde ce qu'on dit à propos c'était la Comet Escape Line qui passait par Oradour, et cet aviateur, c'était Len Cotton. Et après mon livre, celui qui a mis en place le mémorial d'Oradour, le centre de la mémoire d'Oradour, Jean-Jacques Fouché, a écrit un livre qui est un peu une réponse au mien, même s'il ne le dit pas. Dès que j'ai eu le livre de Jean-Jacques Fouché, j'ai dit bon, voyons voir ce qu'il dit à propos de Len Cotton. J'ai été à l'index des noms, j'ai regardé Len Cotton, pas un mot. Comet Escape Line, pas un mot. J'ai dit ok, j'ai compris. Si vraiment ce Len Cotton avait été un fabulateur, si vraiment j'avais été trompé par ce mec-là, vous pensez bien qu'ils en auraient profité. Jean-Jacques Fouché, pas un mot sur Len Cotton. Bref. Et ça avance encore depuis, mais enfin peu importe, j'en parle pas maintenant. Donc, j'ai réécrit une partie de mon livre avec ça. J'ai réécrit une partie de mon livre et je pensais qu'il allait être édité. Vers avril, juste au moment où j'allais être évoqué. Mais ça, c'était un hasard. Et plus tard, donc il avait été annoncé dans l'hebdomadaire Rivarol. Il a été annoncé, je crois, en mars 97. Mais il n'était pas à l'époque ni publié ni rien. Il n'était même pas imprimé, je peux vous le dire. Eh bien, plus tard, en juin 97, j'ai l'article. Les gardiens de la mémoire d'Oradour ont dit l'élu Limougeot, c'était peu importe, c'était des gens de Limoges, alerté début février par des amis parisiens qui participent à un comité de vigilance qui suivent les publications d'extrême droite, il avait saisi le ministère de l'Intérieur le 13 février ainsi que le préfet afin d'empêcher la parution et la diffusion de ce livre concernant Oradour. C'est-à-dire que mon livre était annoncé, mais il n'était pas paru. Il n'existait même pas encore, il n'était même pas imprimé. Mais déjà,
avant même qu'il soit paru, sans savoir ce que j'allais dire. Bon, il se doutait bien, mais sans savoir ce que j'allais dire, il demandait déjà l'interdiction. Voilà, ça, c'est ça, ces gens-là. C'est ça, ces gens-là. C'est-à-dire, aucun débat possible avec eux. Avant même que vous parliez, on ne veut pas vous entendre et on vous interdira de parler. Voilà, c'est ça, c'est ça les gardiens de la mémoire. C'est extraordinaire, extraordinaire. Leur dossier, le monde où le jour où le monde ouvrira ses yeux, il dira mais comment on a pu les croire ces gens-là. Méthode de voyou, méthode de voyou. Bon, toujours est-il que j'ai été révoqué, sans le sou. Ah oui, là, j'aurais pu être à la rue. Enfin, j'étais à la rue. Mais fort heureusement, mon livre sur Oradour est paru en juin 97 et publié par Siegfried Verbeek, que je salue, peut-être qu'il nous écoute ce soir. Salut Siegfried si tu es là. Et bah, j'ai gagné quand même, grâce à ça, j'ai gagné de l'argent. Ça nous a permis de tenir avec ma femme. On a pu manger pendant plusieurs mois comme ça sur les rentrées du livre d'Oradour sur Glane. Et puis au bout de juin 97 est arrivé, on voyait qu'il fallait partir. On va aller où? J'avais plus de travail, plus rien. Alors il y a un ami révisionniste qui nous a proposé une maison. Alors près de Saint-Nazaire, enfin près de Pontchâteau exactement. Ceux qui me suivent depuis longtemps s'en souviennent. Alors la maison, alors merci à cet ami, hein. Royal, merci Royal. Hein. Mais alors cette maison, c'était une ruine. C'était une ruine, c'est-à-dire que le toit était naze. Quand il pleuvait, la pluie traversait le toit. Elle traversait le plancher du grenier, elle tombait sur notre lit. Je veux dire, c'était vraiment un truc effroyable. C'était une vieille maison sans chauffage. Il y avait juste un peu d'eau courante. Les toilettes, c'était une espèce de trappe. Enfin, c'était des toilettes normales, mais il n'y avait pas de chasse d'eau. C'était une trappe qui tombait sur un puisard. Il y avait même des vers qui remontaient. C'était abominable. C'était abominable. Et c'est là qu'on a vécu avec ma femme pendant plusieurs mois, quoi. Je veux dire, alors, froid de canard. Je veux dire, le matin, il faisait tant que c'était l'été, on était arrivé en juin, c'était sympa l'été, une maison comme ça. Mais quand l'hiver et quand l'automne et l'hiver sont apparus, sont venus, je peux vous dire qu'il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait rien. Donc, le matin, il pouvait faire 2 degrés dans la maison. Il y avait du givre sur les carreaux. Alors, j'avais acheté des radiateurs, vous savez, des trucs à pétrole. On mettait du pétrole dedans. Et le matin, avant que on avait 2 enfants et ma femme était enceinte du 3e, je mettais quelques radiateurs en route pour chauffer un peu la maison. Et bon, bien que j'ai eu des rentrées d'argent, on savait pas. Et je me rappelle encore que quand j'allumais le radiateur pétrole, je mettais dessus la casserole pour faire chauffer du lait. On a même fait réchauffer des nems sur les radiateurs à pétrole parce qu'on voulait pas utiliser de gaz. Enfin, c'était une vie complètement folle, complètement folle. Je veux dire, mais des souvenirs extraordinaires quand même, des souvenirs extraordinaires. Mais bon, là, on était vraiment. Puis alors, loin de tout, dans une espèce de village, il n'y avait pas un magasin, il y avait juste un bar. Enfin, on n'y allait jamais. J'étais obligé d'acheter des voitures à quelques milliers de francs, des vieilles voitures qui tombaient en panne, enfin des trucs complètement fous. Mais bon, on a tenu le choc. Et après, quelqu'un nous a trouvé. On m'a dit il y a une école totalement privée dans les Alpes qui veut un professeur. Alors j'ai été postulé, j'ai été pris. Alors oui, ça c'est très bien. Bon. Donc on était arrivé, ça devait être début 98, ouais c'est ça je crois, ou ouais quelque chose comme ça pour l'année scolaire. Tout ça c'est loin dans ma mémoire. Puis j'ai pas pris de notes, vous savez. Donc on s'est retrouvé dans les Alpes, alors perdu au haut de la montagne, dans une espèce d'école totalement privée, catholique. Mais petit à petit on s'est aperçu que je veux pas en dire plus, mais c'était vraiment malsain, cette école. C'était vraiment, vraiment malsain. Alors là, on nous avait donné une petite maison dans l'école, parce que c'était comme une espèce de grande propriété, quoi. Ça faisait un peu secte, d'ailleurs. On nous avait donné une petite maison à l'intérieur, qu'il avait fallu que je repeigne et tout. Et puis c'est pareil, au bout d'un moment, on nous a reproché de mettre trop de chauffage, donc il a fallu couper le chauffage, genre dans les Alpes en hiver, je vous dis pas comment il caillait. Et puis carrément, au bout d'un moment, je n'ai pas été payé, j'étais pas payé, donc je vivais sur un peu mes réserves, puis on voyait les réserves, ça me nuire. Alors au bout d'un moment, il a fallu partir, et c'est là que j'ai téléphoné à un ami qui habitait Bruxelles, que je connaissais bien,
Et je lui dis voilà, je savais qu'il habitait une maison où il était seul, enfin avec une compagne. Je lui dis est-ce que tu pourrais nous accueillir dans ta maison? Il m'a dit bah attends, j'en parle à ma compagne. Puis ils ont accepté. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à Bruxelles. On n'a jamais fui. J'ai jamais fui. On a toujours dit Vasseur et Noir a fui en Belgique. J'ai pas fui. C'est que je savais plus où aller. Je veux dire, dans cette école, on n'était pas payé. C'était hyper malsain. Bon, je préfère pas en parler. Oula. On est parti 2 nuits. On est parti 2 nuits en cachette pour ne pas que le directeur nous voie. Enfin, j'ai mis ma femme et mes enfants dans la voiture. Des amis sont venus. On a tout mis dans 2 camionnettes. On a fait un déménagement. Enfin, horrible, dans des conditions lamentables. C'était atroce. Donc on est parti comme ça, en laissant plein de trucs, d'ailleurs nos clics et nos claques, on a laissé plein d'affaires, une vie complètement folle, encore une fois. Mais j'ai pas fui en Belgique. De toute façon, fuir en Belgique, c'est stupide. La frontière est poreuse. D'ailleurs, on le verra en 2010. J'ai été arrêté en Belgique sur ordre de la France. Il n'y a eu aucun problème. On a été là parce qu'on avait que là à aller. On avait que là à aller. Alors on est arrivé, on a logé au 2e étage d'une maison, 2e et 3e étage. Donc on n'avait pas de cuisine, on a installé la cuisine dans la salle de bain. C'est-à-dire que j'avais mis, on avait dans une pièce, on a mis des plaques chauffantes, et puis dans la salle de bain, il y avait 2 éviers, enfin il y avait 2 lavabos. Un lavabo c'était pour la vaisselle, l'autre lavabo c'était pour se laver. Il y avait une douche aussi, hein. Mais donc la salle de bain, c'est en même temps de cuisine, de lave-vaisselle. Voilà, ça a été des trucs comme ça. Mais bon, alors donc ce livre sur Oradour, donc il voulait le faire interdire avant même qu'il paraisse. Alors une fois qu'il est paru, naturellement, alors là, ça a été rapide. Hein. Le livre est paru en juin 1997, et dès septembre, un arrêté du ministère de l'Intérieur l'interdisait. Alors il l'interdisait au motif que, alors il fallait bien l'interdire, mais il n'y avait pas de quoi l'interdire. Alors ils ont pris prétexte, ils ont été prendre une ancienne loi de 1939 qui permet au gouvernement d'interdire une publication au motif qu'elle a été imprimée à l'étranger. Cette loi datée de 1939, elle avait été prise sous le gouvernement Daladier afin d'éviter qu'il y ait trop de propagande allemande sur la France. Parce que les Allemands faisaient des petites brochures, ce qu'on appelle de propagande, enfin d'information. Et le gouvernement Daladier, pour interdire ça, avait pris un décret-loi qui disait que une publication d'origine étrangère pouvait être interdite sur simple sur simple arrêté du ministère de l'Intérieur. Et donc ils ont été reprendre ça pour interdire mon livre, au motif que ce livre avait été rédigé avec une documentation étrangère, forcément, j'avais utilisé aussi de la documentation allemande, et avait été imprimé en Belgique. Donc ils ont dit, décret loi de 1939, on peut l'interdire. Bon, un truc complètement fou. Alors le livre a été interdit, et alors il y a des hasards marrants. Il y a des hasards marrants parce qu'il a été interdit en septembre. Je crois qu'il a été interdit le 2 septembre, quelque chose comme ça. Il a été interdit le 2 septembre 1997, donc il a eu 2 mois de vie. Alors il était interdit non seulement il était interdit de diffusion, mais aussi de circulation. Je crois. C'est-à-dire qu'on ne pouvait même pas l'avoir dans son coffre et en faire circuler un stock, je crois. C'était impossible. Bref, livre interdit. Bon, naturellement, on l'a diffusé à partir de la Belgique, puis on les envoyait dans des enveloppes. Hein. Alors, cette interdiction, on s'en est servi comme papier toilette. Il ne faut pas non plus exagérer quand même. Bon. Mais alors, en octobre 1997, il y a eu le salon du livre antifasciste à Gardanne. Ça s'appelait Fascisme d'aujourd'hui. Alors c'était présenté comme ça. Nous sommes dans des temps de recul. Le fascisme est là. Et le fascisme est là qui va à nouveau brûler les livres. Donc c'était le salon du livre antifasciste pour contrer cette montée du Front National qui allait brûler les livres. Alors moi j'aurais écrit une lettre. En disant, voilà, j'ai appris il y a peu l'organisation du salon du livre antifasciste à Gardanne. Et dans l'éditorial du programme, j'ai lu la phrase suivante, comme toujours, par eux, les fascismes, le livre est attaqué et censuré. Voilà ce qu'ils disaient. C'était donc l'objet du salon du livre antifasciste.
Le livre est attaqué et censuré. Alors j'ai dit, ben voilà, je joins à la présente un extrait d'un arrêté du ministère de l'Intérieur qui attaque et censure un livre. Cet arrêté ne date pas d'il y a 50 ans, hein. Il n'a pas été pris sous Hitler, ni sous Pétain, ni sous Mussolini, ni sous Franco, ni sous Salazar. Cet arrêté date d'il y a un peu plus d'un mois. Il a été pris sous la Ve République. Il est signé par un socialiste, Jean-Pierre Chevènement. Dois-je en conclure que les gens qui nous gouvernent actuellement sont des fascistes? Ou dois-je en conclure qu'en France, tout au moins, tous les gouvernements, toutes tendances confondues, pratiquent la censure? Et je leur dis, dans ce cas, pourquoi dénoncez-vous la censure uniquement lorsqu'elle est fasciste? Celui qui se veut contre la censure doit dénoncer toutes les censures, d'où qu'elles viennent. Et alors après, je dis, j'espère donc que vous agirez afin qu'au salon qui se tiendra prochainement à Gardanne, la scandaleuse censure de ce livre sur Oradour soit fermement dénoncée. Dans le cas contraire, j'en déduirai que vos initiatives ne correspondent à aucune conviction véritable et qu'au-delà des mots, vous observez un comportement identique au fasciste que vous dénoncez. Hein, si vous acceptez la censure de mon livre, n'allez pas dénoncer la censure fasciste. Et j'ai attendu la réponse. J'ai envoyé ça le 15 octobre. Le salon devait avoir lieu en novembre. Il avait été annoncé en fin septembre, mais il va avoir lieu en novembre. Donc le 15 octobre, je leur ai écrit. J'attends toujours la réponse de ces antifascistes de Gardanne qui, visiblement, sont pour certaines censures et contre d'autres. Voilà. Donc ça, c'est encore une fois l'hypocrisie de tous ces gens-là. Donc le livre a été interdit. Le livre a été interdit au motif qu'il venait de l'étranger. Alors c'est comme ça que Maître Éric Delcroix, très bon Maître Éric Delcroix, a saisi la Cour européenne des droits de l'homme en disant mais il paraît qu'on ne peut pas faire de discrimination sur la nationalité. Alors ce décret-loi de 39, c'est pas légal ça, c'est pas légal. Vous ne pouvez pas dire d'un côté qu'il ne faut jamais faire de discrimination sur la nationalité, puis après interdire un livre parce qu'il a été édité à l'étranger quand même. Eh bien il a gagné. Il a gagné et le décret-loi de 1939 a été abrogé, a été supprimé et le livre a été réautorisé. Bon, naturellement, ça a été un peu un scandale. Bon, personnellement, moi, j'en ai pas profité parce que j'aurais pu naturellement les humilier face à cette victoire, mais c'est pas mon genre. Je trouve qu'il faut être chevalier, même avec des gens qui sont des voyous. C'est mon truc, peut-être qu'on ne partagera pas ma façon de voir, mais moi je reste chevalier, même avec quelqu'un qui adopte des méthodes de voyous, parce que justement, l'important c'est de ne pas adopter les méthodes de nos adversaires pour ne pas leur ressembler. Il faut rester digne, il faut rester droit, il faut rester propre, et voilà, donc comme mon livre a été autorisé, on l'a vendu officiellement, mais c'est tout. J'ai pas été à Oradour faire de la provocation, ça ne m'intéressait pas. De toute façon, l'important c'est de diffuser la vérité, c'est pas d'aller provoquer inutilement. Alors, naturellement, le livre, c'était quelque chose de 400 pages, c'était comme une thèse universitaire. Hein. C'était pas ce qui était énormément, ce qui allait être le plus lu. Et c'est pour ça que, par la suite, j'ai fait une vidéocassette. Une vidéocassette qui s'appelait Oradour 50 ans de mensonges officiels. Et cette vidéocassette, nous l'avons diffusée à partir de l'an 2000. Alors là, les adversaires, là, ils se sont bien énervés. Parce que le livre, encore une fois, je vous dis, c'était une thèse. S'il était cher, et puis il a été épuisé assez rapidement, il n'a jamais été réédité d'ailleurs. J'ai le projet de le rééditer, mais il faudrait que je le retravaille. Bon. Alors la cassette vidéo, alors là, ça a été quelque chose.
Alors, elle est parue en 2000, et alors, tout de suite, ils ont paniqué. Alors là, ils ont complètement paniqué. Et alors, ils sont arrangés pour la faire interdire. Mais ils ne pouvaient plus invoquer la loi de 1939, d'abord parce qu'elle avait été faite en France, et puis, bon, alors, ils ont trouvé une loi, alors je vous lis l'arrêté, hein, l'arrêté du ministère de l'Intérieur pour faire interdire ma cassette vidéo. Il est interdit, sous les peines prévues, de publier, diffuser cette cassette, en vertu de la loi du 17 juin 1998, relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles, ainsi qu'à la protection des mineurs. Donc, comme ils ne pouvaient pas faire interdire cette cassette, en fait, ils l'ont fait interdire d'exposition dans les magasins et de vente à la jeunesse, donc, en vertu d'une loi de prévention de la donc de la répression des infractions sexuelles. Oh non. Voilà, et c'est ça. On est dans la folie pure. On est dans la folie pure. Ils ont tellement peur de la vérité qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi. C'est extraordinaire. C'est un film, c'est un film. Alors à partir de là, ils se sont dit, ils m'ont poursuivi. Ils m'ont poursuivi, ils ont porté plainte, et moi, à l'époque, je donnais des cours particuliers dans une famille, des parents, qui avaient 13 enfants, 12 enfants, 12 je crois. 12 enfants qui habitaient un château, peut-être qu'il y en a qui m'écoutent là, bonjour si vous m'écoutez. Et j'allais donner des cours particuliers parce qu'ils faisaient l'école à la maison. Donc j'ai été leur professeur de mathématiques, sciences physiques. Et un jour, pendant que j'étais là-bas, il y a eu un coup de téléphone, bon, le téléphone sonnait régulièrement, enfin c'était pas pour moi, et là, la dame est arrivée, elle m'a dit, c'est votre femme qui vient d'appeler, votre bureau a été vidé, hein. Il y a eu perquisition et saisie. Ah bon? Ah bon? Oui, la police est venue, ils ont tout pris. Alors, bon, moi j'ai terminé de donner mes cours, hein, je restais 4-5 jours, je me rappelle plus combien. Puis je suis revenu chez moi, à Bruxelles. Ah, en effet, là, le bureau, il était propre. Il avait été vidé, là. Ils avaient tout pris. Ils avaient tout pris et hop, expédié à Limoges. Alors bon, non, ça a d'abord été mis au palais de justice de Bruxelles. Et puis alors j'ai quand même réussi à faire un recours pour récupérer quelques petits trucs que les Belges avaient pris par erreur. Mais tout le reste a été envoyé à Limoges. Et c'est comme ça que j'ai appris que j'étais poursuivi. Et j'ai été convoqué par la juge d'instruction Christine Fourel. Alors Christine Fourel, donc j'ai été convoqué une première fois. Et là je l'ai déjà raconté, mais bon, je le raconte vite fait. Ils m'ont poursuivi donc pour négation de crime de guerre, parce que Oradour c'est un crime de guerre. Poursuivi pour négation de crime de guerre, c'est crétin. Parce qu'ils ne savent pas lire une loi. Ils ne savaient pas que la loi Guesso, elle réprime la négation de crimes contre l'humanité. Donc, dès le début, je dis négation de crime de guerre, c'est autorisé. C'est autorisé. Et mon avocat, qui était maître Delcroix, le fidèle maître Delcroix, que je remercie, a dit, bah oui, voilà, ouais, mon client, il conteste un crime de guerre, et alors? Il a le droit. Alors, ah mince, alors ils ont changé la qualification de l'infraction. Ils ont changé, et ils ont dit, non, vous faites une apologie de crime de guerre. Ah, une apologie de crime de guerre. Alors naturellement, réponse de mon avocat et de moi-même, écoutez, je ne peux pas faire l'apologie de ce que je nie. Si je nie un crime de guerre, je ne peux pas en faire l'apologie en même temps. Quand même.
Alors, ils ont trouvé quelque chose de tout à fait extraordinaire. Ils ont dit, non, mais en fait, voilà. En contestant le crime de Oradour, que c'était, enfin, vous ne contestez pas les morts, mais vous contestez les circonstances. Vous voulez faire porter un bon jugement sur la SS. Donc, vous voulez réhabiliter le régime nazi. Donc, vous voulez réhabiliter ces crimes. Donc, c'est une apologie de crime de guerre. Ah, c'est extraordinaire. Bon, et là, mon avocat dit, bon, Maître Delcroix m'a dit, bon, ça tiendra pas, rassurez-vous, c'est pas un problème. Et en effet, donc alors j'ai été convoqué, et ça c'est très intéressant. Au début, ils ont voulu faire un procès sur le fond, sur l'histoire. Ils ont voulu prouver que j'avais tort. Et pour ça, parce qu'il faut savoir que les archives, donc au Oradour, il y a eu un procès en 1953. On a retrouvé 12 SS et des lampistes, hein, des Alsaciens, quelques Allemands qu'on a mis en procès. Bon, ouais. Et ils ont commencé par faire, donc en 2001, une fois qu'ils m'ont poursuivi, ils ont commencé à extraire des archives. Parce que ce procès, quand on a retrouvé les 12 SS, il y a eu une instruction militaire, et finalement il y a eu un procès en janvier-février 1953. Et donc il y a eu tout un dossier énorme, volumineux, tout un dossier volumineux. Mais ce dossier, il est mis sous scellé pour 100 ans. Donc il est mis sous scellé jusqu'en 2053. Encore une fois, c'est pas parce qu'on veut le cacher, c'est parce que c'est légal. Dans des affaires comme ça, dans des affaires de crime, c'est légal, on met sous scellé pendant 100 ans. Mais pendant l'instruction, pour prouver que j'avais tort, au début, cette Christine Fourel a fait extraire des archives, des pièces du procès. Et notamment des photos que je n'avais jamais vues et que je n'ai jamais revues nulle part. Il y a des photos dans les archives, des photos de l'église, qui ne sont pas encore montrées. Et là, moi, ça m'a vachement intéressé. Ah, j'ai dit très bien, on va faire un procès sur l'histoire et je vais enfin avoir accès à des pièces. Parce que moi, j'avais essayé d'avoir ces pièces. J'avais fait une demande aux archives militaires, elles étaient au Blanc, dans l'Indre, dans la ville du Blanc. Et j'avais demandé à avoir accès aux archives. On m'avait dit non, il faut avoir une dérogation. Alors vous pouvez avoir une dérogation du ministère. Oui, je n'allais pas demander une dérogation au ministère. Je n'ai pas perdu mon temps. Bref, j'ai pas pu avoir. Mais là, c'était intéressant. Et pendant 2 interrogatoires, parce qu'attention, pareil, hein, moi j'habitais Bruxelles, on me faisait venir, on m'interrogeait pendant une matinée, et ensuite on me disait vous pouvez repartir. Mais c'était à mes frais. Et on me reconvoquait 4 semaines après, par exemple. Et on me réinterrogeait une après-midi ou une matinée seulement. Donc, les allers-retours, obligé de les faire. Mais, à mes frais, la fatigue, tout ça. Et pendant 2 interrogatoires, cette juge a commencé à sortir des documents historiques. Bon, très bien. Et j'en ai récupéré. Je ne dis pas comment, mais par quelqu'un du tribunal qui était gentil. Et elle a sorti ces documents historiques. Très bien. Et au bout de 2 interrogatoires, terminé. Plus rien sur l'histoire. Plus rien sur le fond de l'affaire. Fini. C'était juste après une pure histoire de droit. Est-ce que vous avez fait apologie, crime de guerre, etc. Et pendant des mois, il n'y a plus rien eu. Très bien. J'ai dit, ben voilà, ils ont essayé de faire un truc. Ils ont vu que c'était mal parti pour eux. Et je criais déjà victoire jusqu'au jour où, paf, convocation, tribunal correctionnel de Limoges, pour apologie, crime de guerre. Donc finalement, ils ont laissé passer pas mal de temps.
Et j'ai été poursuivi. Et c'est comme ça que je suis passé en procès. Alors un procès, là aussi, la maître Delcroix m'a dit plus tard, dans ma carrière, ça a été, je crois, l'un des procès les plus surréalistes que j'ai vécu. Alors, naturellement, encore une fois, la justice, à Limoges, 40 km d'Oradour, c'est pas là qu'il faut faire un procès, le procès d'un révisionniste de l'affaire d'Oradour. Il y aura aucun juge à Limoges ne va pouvoir juger sereinement cette affaire. Parce que si un juge relaxe un révisionniste d'Oradour à Limoges, il aura ses pneus crevés le lendemain matin, enfin, sa vie va être infernale, on va le traiter de complice. Donc, les juges, ils ont peur, ils ont une peur, on voit la peur sur leur visage. Je veux dire, hein, les juges, ils sont pas plus courageux que les autres. Hein. Donc, normalement, une saine justice aurait dû dire, bon, écoutez, on va pas juger ça à Limoges, on va juger ça à Brest, on va juger ça à Dunkerque, loin, pour que les passions soient pas... Mais non, justement, ils veulent prostituer la justice et donc, ils veulent faire rentrer l'émotion dans les tribunaux. Donc, ça a été jugé à Limoges. Alors, une salle comble, des gens, il y a une salle tout à fait contre moi, naturellement. Je veux dire, des gens qui, à l'entrée, tous les antifascistes qui distribuaient ce tract, alors avec des enfants d'Auschwitz, ils ne peuvent plus répondre, frappons pour eux. Je peux vous dire que là, c'était pas faux. Ils voulaient vraiment me frapper. Ils étaient là avec des battes de baseball et des bâtons. Et je peux vous dire que quand je suis sorti du tribunal, heureusement, j'avais une équipe qui me protégeait. On a couru jusqu'à une Mercedes. On s'est engouffré dedans. Oh la vache, on avait les gens à l'eau trousse. Hein. Et je pense que si j'étais tombé entre leurs mains, j'ai été sacrément amoché. Hein. Oh la vache. Bon voilà. Alors là, et puis naturellement, ça, la police, dans ces moments-là, la police, elle ne regarde pas. Hein. Non. Puis de toute façon, mais ouais, vous êtes le sale facho. Vous les provoquez. C'est de votre faute. On vous niera toujours le statut de victime. Vous n'êtes jamais victime. Un facho n'est jamais victime. Un facho est toujours coupable, quoi qu'il lui arrive. Quand il est dans un tribunal, qu'il en sort, et qu'on le frappe à coups de batte de baseball, c'est de sa faute. Il n'avait qu'à pas faire ça. Donc de toute façon, vous n'avez aucun espoir. Enfin, moi, j'ai aucun espoir. Bref, le seul espoir, c'est de courir. Et donc, on a couru. Alors, donc, un procès complètement fou, parce que il y avait l'objet du litige, c'était la cassette vidéo. Donc, on a dit, écoutez, il faut montrer la cassette vidéo. Ils ont même refusé. Ils ont même refusé de montrer la cassette vidéo, tellement que la vérité ne devait pas être dite. Vous voyez, on est revenu à l'époque victorienne où il ne fallait pas montrer une cheville de femme, un sein de femme, j'en parle même pas, une paire de testicules, j'en parle pas non plus. Donc là, il ne fallait pas montrer. Donc, ils n'ont pas passé la cassette vidéo. Mais moi, je m'attendais à un truc. Je m'étais dit, mais ils veulent me faire condamner. Ils veulent me discréditer. C'est très simple. Si j'ai tort, ils ont qu'à faire venir un témoin, un ancien Waffen-SS, il y en a encore qui sont en vie, un ancien Alsacien qui va arriver devant le tribunal, qui va dire oui, on a bien massacré les gens, on a eu des ordres. Ils n'ont pas fait ça. Pas un ancien Waffen-SS, pas un ancien Alsacien. Et non. Parce que si cet Alsacien était venu, que ce Waffen-SS était venu, mon avocat et moi, on l'aurait interrogé après. On lui aurait demandé des explications. Les explosifs que vous auriez soi-disant mis dans le clocher, vous les aviez d'où? Ils venaient d'où? Qui les a mis? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, et là, ils savaient très bien que alors ça tournerait à la catastrophe pour eux. Donc ils n'ont pas fait citer un seul témoin qui aurait pu pourtant me discréditer, ça aurait été très facile. Non. Alors ils ont fait citer, il y avait deux rescapés d'Oradour, M. Ebras et son ami, qui auraient pu, enfin M. Ebras aurait pu venir. Mais M. Ebras, je l'avais démasqué. Et comme par hasard, il n'est pas venu. Il n'est pas venu témoigner. C'est l'autre qui est venu. Et ça a été extraordinaire. Ça a été extraordinaire. Alors, le président du tribunal s'appelait Casasus Buillet, un ancien inspecteur des impôts. Bon, j'ai rien contre les inspecteurs des impôts, mais c'est pas un gage de grand courage. Il y a rien.
Bon. Et le moment le plus extraordinaire, naturellement, tous les gens qui m'avaient parlé pendant l'enquête, dont j'avais parlé dans mon livre, ont été interrogés en disant, mais vous, notamment Monsieur Renaud. Monsieur Renaud qui m'avait avoué que l'église avait sauté. La première fois que j'avais rencontré, il était tellement content qu'enfin quelqu'un s'intéresse à lui. Parce qu'il faut savoir qu'à Oradour, il y a les témoins officiels, ceux qui parlent, Monsieur Ebras, encore aujourd'hui, et puis tous ceux qui ne parlent pas, parce qu'ils savent ce qui s'est passé. Et eux, ils ne veulent pas être complices. Et ces gens-là, on les a totalement oubliés. Mais moi, je les avais retrouvés. Facilement, dans l'annuaire. Hein. Et il y en a certains, il y en a deux, notamment qui sont morts, donc je peux leur dire leur nom aujourd'hui, M. Renaud et M. Tarnot. Ils m'ont fait des confidences. Et donc, M. Renaud, un soir, j'étais arrivé chez lui. Ça devait être en 92, je pense. En 91, je ne sais plus. Et je lui avais dit, mais je l'avais interrogé. J'avais dit, voilà, je m'intéresse. À l'époque, j'étais jeune. Donc, je faisais un peu étudiant. Et il avait été si content qu'il avait dit, tiens, ben, venez avec moi dans les ruines. Je vais vous montrer où j'étais le samedi tragique, où je me suis caché avec ma femme. Et on a pénétré dans les ruines, on a escaladé, enfin, on a passé des barrières, puisque lui était autorisé. Hein. Et on est arrivé dans un vieux jardin. Il m'a dit, voyez là, ce tas de pierres, c'était là que j'étais caché avec ma femme. On s'est caché là. Et on était à 40 mètres de l'église. Il m'a dit, un moment, le clocher a explosé. Et j'en ai reçu l'onde de choc. Oh, je lui ai dit, mais c'est pas l'histoire officielle, ça. Il m'a fait voir l'histoire officielle. Bon. C'était la première fois que quelqu'un me confirmait qu'il y avait eu cette explosion. Et ça, j'avais dit dans mon livre. Et donc, ce monsieur Renaud a été interrogé par la police en disant, vous avez bien parlé avec monsieur Renoir. Et monsieur Renaud a dit, mais non, pas du tout. Il a inventé. Je n'ai jamais dit ça, etc., etc., etc. Ah, très bien. Très bien. Et ce monsieur Renaud, naturellement, il n'est pas venu au procès. Hein. Pareil, je l'ai interrogé. Mais alors, ce qui a été un moment absolument génial, c'est que j'avais rencontré un autre, peu importe son nom, j'ai pas envie de le dire parce qu'il n'est pas mort. Et celui-là aussi m'avait fait des révélations. Et notamment, il m'avait dit, il était caché chez sa tante, quelque part, sur la place de l'église, et il m'avait dit que avant le mitraillage dans les granges, puisque les hommes ont été mitraillés dans les granges, officiellement, ils ont été mitraillés suite à un signal des Allemands. Mais moi, en refaisant des chronologies, j'avais démontré que les Allemands ont tiré quand l'église a explosé et qu'ils ont cru à une attaque du maquis. Et cet homme m'avait fait une confidence. Il m'avait dit, ouais, avant que j'entende, juste avant les mitrages dans les granges, j'ai entendu une grosse explosion place de l'église. Ah ah. Et ça, c'était un aveu énorme. Et donc cet homme me l'avait dit. Il me l'avait dit. Et il me l'avait dit. Et naturellement, à un moment, moi, j'ai cité ça pendant le procès. J'ai cité ça. J'ai dit, écoutez, vous dites que je suis un fabulateur, mais n'empêche que moi, j'ai été voir, il y a des rescapés du drame qui confirment. Et notamment, j'ai cité cet homme. Et le président du tribunal me fait, vous l'avez rencontré au moins? Je dis oui, je peux vous dire, on s'était donné rendez-vous et je savais qu'il avait une Super 5 gris métallisé. Vérifiez, vous verrez. Bon, il a dit, de toute façon, qu'est-ce qu'il vous a dit? Alors, je lui dis, il m'a dit que il avait entendu juste avant le mitrage dans les granges, il a entendu l'église exploser. Enfin, une grosse explosion place de l'église. Or, ces grosses explosions place de l'église, c'est l'explosion de l'église, justement, c'est ma thèse. Et le président, qui ne connaissait pas le dossier, il dit, peu. Il ouvre il dit, écoutez, je vais vous dire, moi, ce qu'il a dit. Je vais vous dire ce qu'il a dit devant la juge. Et il commence à lire, mais il n'avait pas lu d'abord. Et il lit. Il lit, et il dit, d'accord, donc le tribunal, le président commence à lire, et devant le juge, ce témoin avait dit oui, qu'il avait entendu, avant les mitraillages des granges, une grosse explosion place de l'église. Et le président tombe sur cette phrase, qu'il lisait à haute voix. Il n'avait pas prévu.
Et donc moi je fais, ah, regardez, ça confirmait ce que je disais. Et le président à ce moment-là a fermé le dossier et il a dit, on en a fini avec ce témoin. Alors, je dis, attendez, oh. Attendez, là ça confirme ce que je dis. Il ne faut pas finir comme ça. Il a dit, Renoir, vous n'étiez pas là, de toute façon, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Alors, si on commence à dire ça, il n'y a plus de travail d'historien possible, hein, parce que les historiens, ils n'étaient jamais là, hein, je veux dire. Voilà comment ça a été l'exemple de ce procès. Disant, un président, mais complètement partial. Mais bon, je ne lui en veux pas. Je veux dire, il jouait sa carrière, le pauvre mec. Je veux dire, il n'allait pas commencer à dire, ah oui, tiens, vous avez peut-être raison, Renoir. Non, il était fichu, le mec, en disant ça. Donc, voilà comment s'est passé ce procès. Alors, au terme de ce procès, j'ai été condamné à 3 mois de prison ferme. 6 mois, dont 3 mois ferme. Alors, à 10 000 € d'amende, je crois. Donc, pour apologie de crime de guerre. Ce qui était fou. Donc, on disait, voilà, vous avez fait l'apologie du crime de guerre. Vous avez fait l'apologie du crime de guerre. On a été en appel. Alors, ça a été extraordinaire en appel parce que, en appel, ils ont rendu le jugement en première instance. Maître Delcroix, mon avocat, avait fait des conclusions. Il avait fait des conclusions qu'il a données au tribunal. Et 2 jours après, il a réclamé au tribunal un document, une glace de documents. Et par erreur, le tribunal a renvoyé ses propres conclusions. C'est-à-dire que le tribunal s'est retrouvé sans les conclusions de mon avocat. Et Maître Delcroix en a profité, il n'a rien dit. Et les juges ont rendu le jugement. C'est-à-dire qu'ils l'ont rendu sans avoir lu les conclusions de mon avocat. Ils s'en foutent. Pardonnez-moi, je suis vulgaire, mais ils s'en foutent. Vous soufflez dans un violon avec ces gens-là. Et donc, en appel, Maître Delcroix dit, voilà les conclusions que j'avais rendues au tribunal, qui m'a renvoyé par erreur 48 heures après, qui m'a jamais réclamé. Alors là, ça a été bon. On a bien rigolé entre nous. Et donc, c'était une façon de dire, attendez, commençons quand même à être sérieux dans ces histoires. Et alors, le procès en appel a eu lieu. Alors là, attention, ça avait été tellement énorme en première instance que là, le président de l'appel a fait mieux. Enfin, il a fait passer la cassette. Et là, il a demandé du calme. Il a demandé à ce qu'on ne m'injurie pas, parce que c'est pareil, je vous passe tous les détails de la première instance, des injures, tout ça. Mais il a confirmé. Non seulement il a confirmé, mais ils ont alourdi, parce que j'ai été condamné à 6 mois ferme, dans 1 an total avec 6 mois ferme, et 20 000 € d'amende, je crois, quelque chose comme ça. Alors la presse a exulté, le négationniste condamné, etc., etc. Et naturellement, Maître Delcroix m'a dit, mais c'est pas possible. On peut pas vous condamner pour apologie de crime de guerre, c'est une négation. Alors on a porté l'affaire devant la Cour de cassation. La Cour de cassation. Et l'affaire est venue, alors c'est pareil, je l'ai retrouvée, le 12 avril 2005. Alors, vous savez, c'était une bataille judiciaire qui durait depuis 2000, hein, je veux dire 5 ans de lutte. Et elle a cassé le jugement. Je le publierai, le document. Hein. J'ai jamais publié, c'est un scoop, mais elle a cassé le jugement en 5 lignes. Elle a juste dit, attendu qu'en déduisant de la présentation fallacieuse des faits par le prévenu. Notamment, je suis un menteur, je mens. Hein. J'ai une présentation fallacieuse des faits. Mais bon. Mais attendu qu'en déduisant de la présentation fallacieuse des faits par le prévenu, l'existence d'une justification de ce crime de guerre, de nature à inciter le spectateur à porter sur ces faits un jugement favorable, la Cour d'appel, donc les juges de Limoges, a faussement apprécié le sens et la portée du contenu de cette vidéo, qui s'analyse dans une contestation d'un crime de guerre et non pas dans une apologie. Voilà. 5 lignes et demie. En 5 lignes et demie, la Cour de cassation, la Cour de casse, comme on dit au juge de Limoges, vous avez mal apprécié. Normalement, il y a des jugements de cassation, ça prend des pages et des pages. Là, en 5 lignes. Il dit, mais non, c'est évident. C'est une négation qu'a fait M. Renoir, c'est pas une apologie. Mais ça veut dire que n'importe qui pouvait le voir en 2 minutes. Normalement, dès l'instruction, la juge Christine Fourel,
aurait dû dire, bah ouais, non, ouais, c'est une négation, c'est pas bien, mais non. Mais non. Mais non. Ils m'ont poursuivi, ils m'ont harcelé pendant 5 ans. 5 ans. En vertu d'un truc qui était manifestement faux. Mais pourquoi? Mais parce que ça leur coûte rien. Ça leur coûte rien. Et c'est quelque chose qu'il faut voir et sur lequel j'appelle votre attention. C'est que souvent on dit « Oh, génial !» Par exemple, pour une affaire, vous n'avez pas été condamné. C'est bien, vous en êtes sorti. Ah oui, mais même ça, combien ça vous coûte? De temps, d'argent, de saisie, de stress. Ils savent très bien que même s'ils vous poursuivent pour rien, même s'ils savent qu'ils vont perdre, mais eux, les juges, ils sont payés pour ça, ils ont des avocats payés pour ça, la LICRA a ses propres avocats. Mais vous, vous êtes seul. Il faut tout supporter. Et c'est-à-dire que même si vous arrivez à en sortir, à échapper, vous perdez des plumes. Moi, j'ai perdu énormément de plumes dans cette affaire. La fatigue, le stress, toutes les archives, parce que c'est pareil. Ils m'ont volé à peu près, je dirais, 2 mètres cubes d'archives. Un ordinateur et plein d'autres choses. Et ça dort encore à Limoges. Pourquoi? Parce qu'une fois que la Cour de cassation m'a donné raison, ben j'ai dit, mais oui, mais mes affaires maintenant, vous m'avez poursuivi pour rien. Ben vous me les rendez maintenant. Vous les avez emmenés à Limoges, il faut me les ramener à Bruxelles maintenant. Ah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, vous devez faire réclamation par un huissier, vous devez payer un huissier, et quand ce sera accepté, vous devrez louer à vos frais un camion qui viendra jusqu'à Limoges et qui vous les rapportera. Bon, ben je vais vous dire, moi, ça m'était impossible. Puis maintenant, de toute façon, que je suis bloqué ici, c'est fini. Donc, ça veut dire qu'on vous poursuit pendant 5 ans pour des motifs complètement fallacieux qu'un enfant de 10 ans pourrait voir. Au bout de 5 ans, on vous donne enfin raison. Et encore, c'est parce que j'ai pu aller en cassation. Parce que la cassation, c'est parce que des gens m'ont aidé à payer. Mais sinon, j'aurais pas pu y aller. Donc, j'aurais été condamné définitivement. Donc, déjà, j'aurais pu être condamné définitivement sur des motifs fallacieux. Mais même si vous en sortez, après, quand vous dites, bah oui, mais maintenant, il faut peut-être me rendre, je ne demande pas de dommages et intérêts, je pourrais, mais je demande au minimum qu'on me rende. Ah non, non, c'est à vous de vous débrouiller. C'est ça la justice française. Alors c'est pour ça, oui, ces juges, ouais, j'ai pas de haine contre eux, mais je m'en fous. Je m'assieds sur votre justice. Je la reconnais même pas. Je m'en fous de votre justice. Je réponds pas à vos convocations. J'en ai rien à faire. Parce que vous m'avez tellement prouvé que vous étiez une simple machine. Une machine à condamner les gens idéologiquement, qui pensent mal idéologiquement, que je vais absolument pas jouer votre jeu. Et ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas et j'y reviendrai d'ailleurs un peu plus tard. Voilà, donc voilà ce qui s'est passé. Donc finalement, au bout de 5 ans, j'ai réussi à en sortir. Mais je dirais que c'était une victoire, mais à partir de là, ça a commencé à être beaucoup plus grave, parce que j'ai continué naturellement, et on me poursuivait. Alors on me poursuivait pour des tas de trucs, des numéros, parce que j'avais une revue à l'époque, ça s'appelait Le Révisionniste, puis après ça s'est appelé Sans Concession, parce que j'ai même eu une revue qui a été interdite au bout du premier numéro. Un numéro, paf, interdite. Donc du coup, j'ai été obligé de changer de titre, alors bon, changer de titre, changer de format, enfin bon. J'ai été poursuivi régulièrement. Et un jour, d'ailleurs, il y a un Belge gentil qui m'a dit écoutez, je vais vous ouvrir un compte. Pardon, comme ça, vous risquerez pas des saisies. Et c'était sympa, ça. Et donc, il m'avait ouvert un compte en Belgique.
Et donc, quand j'allais faire mes courses, j'utilisais, il m'avait donné une carte bancaire, il me dit, voilà, je vous ouvre un compte, même moi je vous mettrai un peu dessus, c'est un homme très riche, je vous mettrai un peu dessus, vous vous mettez dessus, et comme ça, c'est à mon nom, donc c'est protégé. Et puis un jour, naïf, j'ai fait une bêtise, parce que j'ai fait beaucoup de bêtises moi dans ma vie. Puis de toute façon, quand on est tout seul, on fait des bêtises. Hein. On n'a pas des conseillers toujours juridiques. C'est que j'avais fait un site internet, pour moi c'est le début d'internet en quelque sorte, et j'ai fait un appel aux dons. Et j'ai mis le compte de ce monsieur, en disant voilà, vous pouvez verser sur tel compte. Et un matin, je me rappelle très bien, je pars faire mes courses, et je vais retirer de l'argent avec la carte. Et c'est marqué carte inactive, désactivée. Oh, tiens, c'est bizarre. Bon, comme je donnais des cours particuliers, j'avais de la réserve en liquide, donc je suis allé, et puis je suis allé faire mes courses. Et l'après-midi, cet homme est arrivé, affolé. Et il m'a dit, mais vous avez fait un appel aux dons sur mon compte? Oui, cher ami, oui. Vous vous rendez pas compte? Les flics sont venus ce matin. Ah bon? Ils m'ont dit que j'avais ouvert un compte pour vous. Oui. Eh bien, ils m'ont prévenu de le fermer tout de suite. Et ils m'ont dit quelque chose, hein, qu'ils allaient prendre maintenant l'artillerie lourde contre Renoir et que vous n'avez pas intérêt à être de mèche avec lui. Eh bien, ils se trompaient pas, parce qu'à partir de 2006, là, ça a été, oh la vache. Là, on a tiré à boulet rouge. Enfin, je dirais même 2005. 2005. Là, j'ai commencé à avoir des poursuites partout. Et 2005, ça a été... Alors, il y a eu un premier... On a commencé à m'ennuyer en France, enfin, on a continué à m'ennuyer en France, mais aussi en Belgique. Et là, les autorités belges, parce que j'étais arrivé, donc j'avais déménagé en Belgique en 1999, j'étais arrivé en 2000, on s'était inscrit au consulat français, on n'était pas caché en Belgique. Encore une fois, les gens qui disent je me suis caché ou je me suis réfugié en Belgique, c'était faux. C'est parce qu'il y avait que là qu'on nous offrait un gîte gratuit. Donc on était là avec ma femme, bon, à faire la cuisine dans la salle de bain, enfin bon, bref. Et on s'était inscrit donc, et puis les autorités françaises savaient où me trouver, puis les autorités belges ont commencé à me poursuivre. Et alors c'est pareil, alors là il y a eu un jour en 2005, suite à une plainte, je ne sais plus pourquoi maintenant. Alors là les flics sont arrivés, et en fait voilà, il y a eu une plainte en France, c'est ça, il y avait une plainte en France, et par commission rogatoire, la France ne pouvait pas faire de perquisition chez moi parce que j'étais à Bruxelles, mais c'était les autorités belges qui le faisaient. Donc les autorités belges sont arrivées, et ils ont commencé à perquisitionner mon bureau, et à l'époque j'avais tous mes stocks, toutes les brochures que je vendais, je les avais là. Et donc, ils ont saisi l'ordinateur, comme d'habitude, ils ont saisi des papiers, des machins, des carnets d'adresses, tout ça. Et ils ont vu tous ces bouquins. Mais comme ils étaient arrivés avec une voiture, c'était 2 inspecteurs ou 3 inspecteurs, ils ne pouvaient pas ramener tous les bouquins. Alors, ils sont partis, et pour ceux qui ont la caméra, là, ça, c'est la porte de mon bureau. C'était des porte-clés que m'avait offert mon fils aîné, que j'avais mis en retour, comme ça, pour... Et là, ils ont mis des scellés de la police. Oui, là, je vous en montre de près. Et donc, ils m'ont dit, on va revenir et on va saisir tout le reste. Mais là, on ne peut pas l'emmener. Mais ne vous avisez pas, Renoir, de briser les scellés, comme a fait votre ami Verbeck. Hein, parce que c'est interdit. Donc, quand on va revenir, on espère voir les scellés en place. Et j'avais tous mes stocks, tout mon matériel, tous mes trucs. Alors, il fallait les récupérer. Il fallait absolument les récupérer, mais sans passer par la porte. Bon. Eh bien, avec mon fils aîné, on est passé par ailleurs. On est passé par ailleurs. Mon bureau donnait sur une autre pièce. De l'autre pièce, on a fait un trou dans le mur. Et on est passé par le trou. On a débarrassé les bouquins. On les a remplacés par d'autres. Et on est reparti. Et devant le trou, comme en fait il y avait des livres sur tous les murs, mais des livres qu'on ne pouvait pas saisir, on a remis les livres comme ça, et comme ça quand les inspecteurs sont revenus 2 semaines après, ils ont saisi tout ce qu'il y avait, mais c'était pas important. Voilà, donc on a fait un trou dans le mur, qui doit y être encore d'ailleurs. Voilà, ça oui, ça c'est la vie de révisionniste. C'est la vie de révisionniste. Bon. Voilà, alors après l'affaire donc a été, donc en fait ils étaient venus perquisitionner au nom de la justice française, mais en plus, quand ils ont vu ce qu'il y avait les stocks, ils ont ramené ça à une juge belge,
qui s'est mis à me poursuivre aussi. Comme ça, j'étais poursuivi et en Belgique et en France. J'étais pris entre le marteau et l'enclume, là, cette fois. Et cette juge belge s'appelait la juge Gruwez, Gruwez, Gruwez. Alors là, une haine contre moi. Aïe, 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 aïe. Alors, la haine était tout à fait extraordinaire. Cette juge voulait absolument me faire condamner. Elle est parvenue d'ailleurs, puisque j'ai eu un an de prison ferme. Alors, cette juge voulait absolument me faire dire que je faisais de la diffusion de matériel révisionniste en Belgique. Mais j'en faisais pas. J'en faisais pas, moi. En Belgique, à l'époque, j'avais une revue. J'avais une revue. Mais je l'imprimais naturellement en Belgique, chez mon ami Siegfried. Mais après, j'allais la diffuser en France. Donc, elle était juste imprimée en Belgique, on la mettait dans des cartons, puis de là, je partais en France. Et donc, cette juge m'interroge. Elle me dit, donc vous faites la diffusion de négationnisme en Belgique? Ah, non, non, madame, je fais pas de... Non. Vous imprimez où? J'imprime en Belgique, mais après, je vais à Paris. Et alors là, j'ai l'extrait de l'interrogatoire, parce que j'ai eu une copie de mon interrogatoire avec les questions-réponses. Et écoutez ce que me dit cette brave femme. Donc je lui dis, elle me dit, la distribution se fait au départ de la Belgique, c'est ce que vous venez de me dire. Mais non, je dis non, non, c'est imprimé en Belgique. Mais après, je vais à Paris, dans le 13e arrondissement, où j'ai des amis. Et là, je diffuse à partir de là. Et elle me dit, réfléchissons ensemble. Ouais, enfin, il y avait quelqu'un qui réfléchissait. Hein. Que vous confiez vos brochures imprimées chez vous, ou sous votre responsabilité, à la poste belge, ou que vous les preniez sous votre bras, pour faire vous-même une partie du trajet pour aller les poster en France, cela me paraît revenir au même, et être de la distribution d'écrits visée par l'article 444 du Code pénal. Sous-entendu, ah ben non, bien sûr que vous les imprimez en Belgique, mais comme après vous les transportez en France dans votre coffre de voiture, c'est une diffusion. Ah bah si, c'est une diffusion, et c'est 444 du Code pénal. Alors que non, la diffusion, c'est à partir du moment où on met à la poste. Tant que c'est la voiture, c'est une annexe de votre domicile privé, il n'y a pas. Mais il fallait absolument qu'elle me fasse poursuivre. Il fallait absolument. Et donc, cette brave femme m'a inculpé pour diffusion de révisionnisme en Belgique, au motif que, après avoir imprimé, je mettais ça dans mon coffre et je faisais 60 km d'autoroute pour aller jusqu'en France. Encore une fois, c'était surréaliste. Alors, et en plus, attention, elle voulait me faire mettre en prison immédiatement, avant même mon procès. Elle voulait ordonnance de mise en liberté sous condition. C'est-à-dire qu'elle voulait me faire mettre en prison, mais comme j'avais déjà 6 enfants, ça l'affichait mal. Et je vous lis quand même, c'est assez intéressant. Hein. Elle dit donc, attendu qu'il existe des indices sérieux qui diffusent du révisionnisme sur le territoire belge, oui, dans mon coffre. Hein. Et alors, attendu qu'il n'y a pas absolue nécessité pour la sécurité publique de décerner un mandat d'arrêt à l'inculpé. Donc quand même, on ne va pas décerner de mandat d'arrêt pour la sécurité publique quand même. Des livres révisionnistes dans un coffre, c'est moins qu'une bombe sur une place publique quand même. Mais attendu que les circonstances spécifiées ci-après, propres à la cause et à la personnalité de l'inculpé, entraînant l'absolue nécessité pour la sécurité publique d'imposer à l'inculpé des conditions de sa liberté. Donc, voilà, Vincent Renoir, en mettant des livres dans son coffre de voiture, ça rendait nécessaire pour la sécurité publique de m'imposer une mise en liberté sous condition. Alors, la condition, c'était... Alors, je devais m'abstenir de faire des conférences, même privées, hein, m'abstenir d'écrire du révisionnisme et chercher du travail, parce que j'étais pas quelqu'un qui était sérieux. Je vivais de mon révisionnisme, et ça, c'était scandaleux. Il fallait que je me mette à chercher du travail. Et donc, j'avais ordre de chercher du travail, donc de m'inscrire dans des agences d'intérim, de m'inscrire à donc Pôle emploi, enfin le Pôle emploi belge, et tous les mois, je devais aller chez une jeune juge et lui montrer toutes mes lettres que j'avais écrites, mes lettres pour demander à être embauché, etc., etc. Bon, alors je l'ai fait, hein. J'écrivais à des entreprises, j'envoyais mon curriculum vitae avec des tas de trous,
Oh, mais tant bien que j'avais été condamné. Donc, naturellement, personne ne me prenait. Hein. Je ne comprends pas quelqu'un qui a été condamné. J'avais fait un curriculum vitae odieux, odieux. Donc, j'ai jamais été pris. Mais cette jeune, je lui montrais pas le curriculum vitae, hein, je lui montrais que les lettres. En disant, oui, j'ai joint mon curriculum vitae. Et elle était un peu naïve, elle m'a jamais demandé le curriculum vitae. Donc, j'allais tous les mois, j'ai regardé, oh là là. Puis, il y avait des réponses. Souvent, il n'y avait même pas de réponse d'ailleurs, parce que les gens devaient se dire, c'est qui ce Charlot? Et donc, il y avait quand même des réponses. Non, on ne peut pas, on n'a pas d'emploi pour vous. Votre lettre a retenu toute notre attention. Ça, je me doute bien. Hein. Enfin, bref. Donc, du coup, pendant des mois et des mois, j'ai été comme ça. J'ai été comme ça chez la juge, chez cette petite juge, à voir tout ça. Bon. Et bah, finalement, je suis passé en procès en Belgique. Et là, ça a été un procès, ça a été en 2007. Et alors là, ça a été pareil. L'affaire a commencé à prendre des trucs graves parce qu'en premier instant, j'ai été condamné à 1 an de prison ferme, à maximum. Là, la Belgique, j'ai tout de suite été au maximum. 1 an de prison ferme, et alors, je ne sais plus combien de milliers d'euros d'amende, ça devenait fou. C'était délirant, quoi. Alors, j'ai fait appel pour gagner du temps. Dans le même temps, j'ai été poursuivi en France pour la fameuse brochure de 16 pages Holocauste, ce que l'on vous cache. Alors là, c'est pareil, bon, ça a été des choses. Donc, j'ai été arrêté devant mon fils aîné parce que j'avais été convoqué par un juge d'instruction. Il y avait eu plainte c'était à Saverne, je crois. Ouais, à Saverne, je crois. Ouais. Et donc, j'ai été convoqué par un juge d'instruction à Saverne qui voulait me voir dans le cadre de cette affaire. Alors, moi, je lui ai répondu une lettre en disant, écoutez, c'est moi. Hein. Je ne vais pas me déplacer, faire un aller-retour pour être interrogé quelques heures pour que je vous dise que c'est moi. Donc, c'est moi, oui. Voilà. Considérez que c'est dit. Et poursuivez-moi. Et envoyez-moi devant les tribunaux et condamnez-moi. Point final. Voilà. Mais je ne vais pas me déplacer chez vous. Et le gars, naturellement, ça ne l'a pas satisfait parce qu'il fallait que je vienne. Donc, il a envoyé un mandat d'arrêt contre moi. Et ce qui fait que le 10 novembre, c'était en 2006, hein, le 10 novembre 2006, j'allais faire une conférence en France, à Rosny-sous-Bois. Et je suis arrivé avec mon fils aîné, bonsoir si tu es là, hein, si tu m'écoutes, je suis arrivé avec mon fils aîné, et à cette conférence, donc j'étais près de la propriété de la personne, je garde ma voiture, enfin c'était une petite camionnette, et puis, tiens, voilà des gens qui arrivent en même temps. Ah, tiens. Donc, je sonne, parce que c'était l'endroit où j'allais faire la conférence. Les gens me disent, bonjour, c'est M. Renoir? Ben, ouais. Oui. Et clac, clac! 2 menottes. Arrestation. Mandat d'arrêt. Ah, alors j'ai dit à mon fils, je crois qu'on n'arrête papa, là. On n'arrête papa. Alors, bon, ils ont été gentils, attention. Les flics sont toujours bien comportés, parce que je suis toujours aimable avec eux. Ils m'ont dit, bon, votre fils... il y a des gens qui le connaissent là? Bah oui, je lui dis même, ouais, il y a le parrain d'une de ses sœurs. Bon, bah on va le confier à lui parce que sinon il faut le mettre à l'assistance publique. Hein. Quand on arrête un adulte avec un mineur, on le met à l'assistance publique. Bon, ils l'ont mis à l'assistance, pas à l'assistance publique, ils l'ont laissé. Et moi je suis parti, donc ils m'ont emmené au 36 quai des Orfèvres. Donc j'ai eu l'honneur de monter les marches du 36 quai des Orfèvres, donc de monter ces fameuses marches qu'on voit dans les films. Et là, j'ai été interrogé. J'ai été interrogé sur cette affaire. On m'a dit vous n'avez pas répondu à la convocation d'un juge d'instruction. Je dis ben non, j'y réponds pas parce que de toute façon, comme je vais être poursuivi et condamné, enfin inculpé, poursuivi, condamné, je vais pas en plus me déplacer. Hein. Donc du coup, alors il a eu un moment une phrase très 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 bonne. Le gars, il me fait vous avez faim? Je fais non, j'ai pas faim, non. Il fait vous savez, faut pas m'en vouloir, hein, je fais mon boulot. Hein. Et puis, il me dit, je préférerais avoir un barbu devant moi. Donc, il parlait des musulmans arabes. Entre parenthèses, ouais, dans les rangs de la police, la LICRA a leur affaire et le MARAP, hein, parce que les réflexions racistes, j'en ai entendu. Hein. Enfin bref, ça c'est un autre problème. Et alors donc, bon, donc finalement j'ai mangé, 36 quai des Orfèvres, j'ai été interrogé. Alors ça c'est une petite anecdote. Ils m'ont proposé 3 plats différents. J'ai pris, je sais plus, genre poisson sauce tomate au riz. Et c'est extraordinaire parce qu'il y avait au moins 20 ingrédients dedans et ça n'avait aucun goût. Et je leur ai dit, mais c'est magnifique, vous devez avoir des chimistes extraordinaires. C'est un exploit. Vous mettez 20 ingrédients dans un truc, il n'y a aucun goût. Il n'y a aucun goût, on a l'impression de manger du carton. Bref, enfin. Et du coup, j'ai été envoyé dans un cachot à Bobigny et on m'a dit, ouais, vous allez être mis en prison
le temps d'être déféré devant ce juge d'instruction qui est à Saverne. Ah bon? Donc j'ai été mis dans des cellules de rétention à Bobigny. Alors je me suis retrouvé avec un arabe illégal qui était en instance d'extradition, mais qui menaçait de se suicider, donc ils l'ont mis avec moi. Ahmed, un philosophe arabe. Pauvre garçon. Il a une maladie des boyaux de la tête. C'est ses parents qui l'ont secoué quand il était petit, ça s'est mélangé, maintenant il trouve plus la porte. C'est un merdier là-dedans. On est resté 23h30 ensemble. On a sympathisé, on a bien rigolé d'ailleurs. Il est marrant parce qu'il est philosophe, alors il a des idées surtout, hein. Il dit toujours, le changement, c'est quand on prendra les Arabes en stop. T'es pas arrivé le pauvre mec, hein. On a bien rigolé. Alors oui, alors c'était marrant parce que donc je suis arrivé, alors ce sont des petites cellules qui font quoi, 3 mètres sur 2, ouais, ouais c'est ça quoi. Juste une petite couchette et puis quoi, et puis des petites toilettes au fond, des toilettes à la turque quoi. C'est grand comme un placard, j'ai tout le confort sur le palier, mais je travaille pas, hein, je vis de récipient. Les flics m'emmerdent pas, j'ai mes papiers en bonnet difforme. Et alors c'est marrant, c'est que la couchette, c'était un bloc de béton. C'est-à-dire que entre le sol et la couchette était juste 40 cm, enfin allez, 60 cm au-dessus du sol. Et j'arrive, c'était le soir. Ouais, c'était c'était pas mal, ça devait être 10h du soir. Et l'arabe dormait sur cette couchette. Alors, il y a pas de matelas, rien, hein, pas de coussin, rien du tout. Alors, c'est pas de la faute de la police, hein. J'aurais demandé après pourquoi vous mettez ni matelas, ni coussin, ni rien. Ben, il m'a dit parce qu'on peut pas refuser à certains de fumer et il y en a qui mettent le feu. Donc on met plus rien maintenant dans les cellules. Donc vous voyez, encore une fois, il faut pas juger trop vite. Bon, toujours est-il que donc l'arabe me voit arriver bon je lui dis recouche-toi, c'est pas grave, moi je vais dormir par terre. Il fait non, je peux pas te laisser dormir par terre, mais je dis, de toute façon c'est aussi dur par terre que ta couchette hein, finalement. Ouais, il me fait ouais, c'est vrai, c'est la même chose, c'est aussi dur. Pour vous dire un exemple, l'autre jour, on l'a envoyé faire une course à la belle jardinière et resté 2 plombes parce qu'il voulait parler au beau jardinier. Alors, pas de coussin, rien. Alors, j'ai mis j'avais deux tennis. J'ai mis tennis derrière la tête pour dormir. Bon, j'étais déjà pas mal crevé. Et donc, on s'est souhaité bonne nuit. On peut pas éteindre la lumière hein, dans ces trucs-là. Mais sans ça, il est gentil, hein. Heureusement d'ailleurs. Parce que j'habite pas avec lui pour l'odeur, hein. Oh, le salaud. Je suis pas bégueule, mais l'autre jour, j'y ai dit, il avait les mains sales, on aurait dit des pieds. On s'est souhaité bonne nuit, et puis je me suis endormi assez vite. Et soudainement, la porte se rouvre, avec un grand fracas, et il vient apporter un sandwich. Et là, j'ai dit, oh la vache, j'ai dormi, parce qu'il doit être 7h du matin, ils apportent le petit déjeuner, quoi. Ah, d'ailleurs, j'ai dormi de 10h à 7h du matin d'un trait, comme ça, par terre, c'est bien. Bon, j'étais fier de moi, quoi. Et je leur dis quand même, quelle heure il est là? Et en fait, il était minuit, 1h du matin, quoi. Donc j'avais dormi quoi, 1h30, pas plus. Mais je me suis dit, mais attends, pourquoi ils distribuent les sandwichs à 1h du matin, à minuit, 1h du matin? Enfin, c'était fait n'importe comment. Dieu merci, ils nous ont apporté des sandwichs. Eh oui, c'était pas pour le sandwich. C'était que le sandwich était dans un paquet en papier. Et bien, ça nous a servi de papier toilette. Parce qu'il y a bien des toilettes, mais il n'y a pas de papier toilette. Donc, on prenait les papiers du sandwich, on les malaxait comme ça pendant 10 minutes de façon à les rendre un peu plus mous et on pouvait aller aux toilettes. C'était fou. C'était drôle. Enfin, c'était carrément marrant. Je veux dire, bon. Et puis, alors, rien à faire dans une cellule. On te laisse comme ça poireauter. Donc, à un moment, on s'était amusé avec nos petits bouts de papier. On s'était fait des boulettes et on s'était mis à jouer aux billes, comme quand on était adolescent. Comme c'était des petits carreaux par terre, on avait dit que ça c'est le carreau qu'il faut attendre. Puis on était là, ting, ting. C'était celui qui a tenu le carreau en premier. Et on s'était pris à ce jeu finalement. Et puis bon, voilà. Alors il y avait des gens qui s'énervaient, il y avait des gens qui chantaient, des gens qui pleuraient dans ces cellules. Enfin, c'était des... L'hiver, on ramasse des cartons, alors on a bien chaud, puis on se serre les uns contre les autres. Des trucs complètement fous. Et je me disais, toi Vincent, t'es là. Alors que quoi, qu'est-ce que t'as fait? T'as écrit des trucs, t'as rédigé une brochure de 16 pages. Ahmed, il dit toujours, le français, je le parle très mieux que vous, et je vous merde. Et t'es là, c'était fou, quoi. C'était fou. Et finalement,
j'ai été apporté à Fleury-Mérogis. La société a pas voulu de nous. Qu'elle se rassure, on ne veut pas d'elle.